d'abord, avec vos animateurs, Antoine Boucher-Paquet et Jean-Jacques Mantel. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Ici Antoine Boucher-Paquet à l'animation de l'émission Le Québec d'abord, l'édition du 14 mars, en compagnie bien évidemment de Monsieur Jean-Jacques Nantel. Bonjour Jean-Jacques, vous allez bien? Ah, moi ça va très bien, passe une bonne semaine. Excellent. L'hiver se prolonge un peu, mais ça va aller. Ah ben voilà. Vous savez qu'on ne sait jamais hein, ces choses-là, on est tout le temps surpris d'année en année. Vous savez, l'hiver au Québec, j'expliquais ça aux Brésiliens, je leur disais, vous autres, vous savez pas c'est quoi l'été? Bien sûr. Vous n'avez aucune idée c'est quoi l'été, parce que vous n'avez pas connu l'hiver. J'ai dit, chez nous, là, l'hiver est tellement long, parce que les feuilles tombent au mois d'octobre, puis là, on s'enfonce là-dedans. J'ai dit, il y a une espèce de... Pour ça je pense que c'est une des raisons pour laquelle on fait une si grande fête de Noël, pour animer tout ça, parce que c'est plate. Oui, puis là, on descend un peu une espèce de dépression collective. Puis là, à partir du mois de mars, là ça commence à monter. C'est une lente montée vers le plaisir. Ça commence au 1er avril, vraiment, là. Mais c'est une lente montée vers le plaisir. Puis quand arrive, évidemment, l'été, nous autres, ça dure 1 mois et demi, 2 mois, là, le vrai été, où on pourrait vivre nu dans la nature. Ben là, c'est la joie totale, puis les Québécois jouent à l'été. Puis après, ben, ça recommence. Mais au Brésil, il fait chaud. C'est les extrêmes chez nous. Ou encore plus chaud. Fait qu'ils ne savent pas c'est quoi l'été. Ils ne goûtent pas vraiment. Et c'est un problème pour eux. Clairement. Des fois, le contraste aide à bien illustrer les choses. Quoi. Ah oui. Alors, aujourd'hui, M. Nantel, il sera question dans le premier bloc, je vous ai proposé dans notre conférence de ce matin, je vous ai proposé de discuter d'un sujet qui, à mon avis, est très, très important, voire même brûlant. Au lieu de repasser l'actualité, disons, quelques points importants. Donc, je voulais, dans un premier temps, qu'on discute et qu'on aille vraiment en profondeur sur le sujet de l'espèce de sécession au bloc, l'espèce de je sais pas si il faut appeler ça un putsch, mais c'est raté, c'est un putsch. Oui, c'est ça, c'est raté. Moi, ça me faisait penser à Pauline Marois, vous vous souvenez, Gilles Duceppe, il y avait des petites rumeurs à l'époque que Pauline Marois serait peut-être éjectée, et ainsi de suite, qu'il y avait quelque chose qui se fomentait. Ouais, ça me donnait quelques... Je trouvais que ça avait quelques airs un peu de ça, personnellement. Enfin, aussi, avant d'aller plus loin, il faut quand même dire aux auditeurs, dans le deuxième bloc, je vais compléter ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que il faut que les Québécois comprennent, parce qu'on est... La propagande fédéraliste a pour effet de tourner les regards des Québécois vers leurs problèmes internes, parce qu'on a des problèmes internes qui sont importants. L'indépendance, c'est pas un joujou, c'est pas un caprice, c'est quelque chose d'important. Et ce que les Québécois doivent comprendre, c'est ça que j'essaie de faire dans cette série d'émissions, c'est que le Québec, c'est un pays qui est tourné vers le monde international et que notre histoire a toujours été faite, non pas par nous, mais par des puissances ou des gens qui habitent à l'extérieur, qui sont à l'extérieur du Québec. Et ça a été constant depuis le début pour une raison purement géographique, c'est l'existence de la vallée du Saint-Laurent, l'importance stratégique de la vallée du Saint-Laurent. Alors c'est de ça que je vais continuer de parler. Ça va être de la politique mondiale, mais tournée vers le Québec, c'est-à-dire que pour que les gens comprennent vraiment à quel point ça peut être important. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on est directement, il faut quand même le rappeler, on est directement dans la mondialisation. On est collé sur les États-Unis. On était mondialisé avant n'importe qui. Bien sûr, exact. À cause de la vallée du Saint-Laurent. Toujours au carrefour des... moi, ça me fait rappeler le livre Le Carrefour des Empires de M. Saint-Germain. Il faut quand même que je le rappelle une fois de temps en temps. Bon, à tout le moins, si on revient à nos moutons et qu'on restitue un petit peu le portrait, parce que moi, je dois vous avouer que ce qui m'a le plus attristé dans toute cette affaire au Bloc québécois, bon, on le rappelle, 7 députés du Bloc québécois décident de démissionner. Ils démissionnent en bloc, c'est le cas de le dire, et 7 sur 10, il faut quand même le rappeler. Et voilà, il reproche à la chef son caractère autoritaire, disons, un peu cassant ou intempestif, je ne sais trop. À tout le moins, c'est ce qu'ils disent de prime abord. Puis, il semble y avoir un problème un peu plus important sur la doctrine, disons. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà que
il semblerait que ça accroche du fait que Madame Ouellette veuille mettre l'indépendance avant les intérêts, ou disons toujours les intérêts du Québec dans la perspective de l'indépendance, alors qu'eux voudraient plutôt faire l'inverse. Donc les intérêts du Québec en général et l'indépendance si on a le temps. Ou bon, l'indépendance en conclusion de l'explication finale. Bon, ouais. Enfin. Écoutez, la doctrine habituelle. C'est ça. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il y a des raisons, des excuses. La raison, la division des 10 députés, c'est faite sur la doctrine. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'indépendance? On parle d'indépendance d'abord, ou si on parle des intérêts du Québec, se faire élire, c'est-à-dire jouer au fédéralisme. C'est ça que la même chose que le PQ fait. Et ça, c'est la scission qui existe dans le mouvement souverainiste depuis très, très, très longtemps. En fait, depuis Bourgault. Depuis la venue de René Lévesque avec sa souveraineté association, qui est encore une fois jouer ces deux tableaux en même temps. Non, il y a toujours eu des tensions dans le mouvement souverainiste. Par rapport à ça. Mais dans le cas du... Là, il y a une dégénérescence. Ouais. On a vu la montée du mouvement tranquille. J'ai poussé là-dessus, j'ai travaillé là-dessus pour la faire monter jusqu'à 50%. Puis très curieusement, comme je l'ai dit l'autre jour, le mouvement s'est arrêté précisément 50%. Alors qu'il y a des gens qui meurent, il y en a qui naissent, il y en a qui quittent le Québec, il y en a qui arrivent. Moi, quand j'ai quitté le Québec avant 80, c'est parce qu'ils ne faisaient pas de référendum. Je suis parti à faire le tour du monde. C'était ça la raison pour laquelle je n'ai pas voté en 80. C'est parce que j'étais à l'étranger. Alors ça, c'est... Vous avez du monde, ça va dans tous les sens. Il y a des gens qui sont instruits, d'autres qui ne le sont pas, etc. Puis ça s'arrête exactement pile à 50%. Voyons. C'est très clair qu'ils nous ont laissé faire le travail pour se faire élire. Puis quand c'était le temps de faire le travail, parce qu'on avait fini le travail, on était rendu à 50%, ils l'ont pas fait, puis là, ils ont changé de sujet, il fallait faire le déficit zéro, puis la grande bibliothèque, puis n'importe quoi d'autre, sauf ça pourquoi ils ont été élus. Quand on avait élu, bon, c'est vrai que Parizeau a fait l'erreur de démissionner, mais quand on a voté pour Lucien Bouchard, parce que moi, c'est ce que j'ai fait, c'était pour qu'il fasse l'indépendance, pas qu'il fasse le déficit zéro, puis la grande bibliothèque, puis n'importe quoi d'autre, puis qu'ensuite, tout le long du reste de sa vie, il parle contre l'indépendance, contre le Québec, les Québécois de souche, l'indépendance, le chef du PQ, la théorie, bon. Tout à fait. C'est des trucs. Alors, il y a des raisons, puis comme j'ai dit, la division des 10, 7 pour parler des intérêts du Québec, puis les 3 pour parler d'indépendance, ben, c'était sur la doctrine. L'affaire de Martine Ouellette, c'est une excuse. Elle a sa personnalité, elle a ses défauts, tout le monde a des défauts. Bon, alors, mais curieusement, ça a bien marché quand elle était ministre. Bon, il n'y a pas quelque chose de catastrophique avec la personnalité de Martine Ouellette. Ce que je me dis, d'ailleurs, ça je tiens quand même à le dire, c'est tout à fait étrange de reprocher, disons, à Martine Ouellette, la stratégie et ainsi de suite. Bon, on le sait, les médias se lèchent allègrement les babines lorsqu'il vient une course à la chefferie et ainsi de suite au Parti québécois. Puis là, on dit, regardez, le psychodrame. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est le terme consacré dans les médias imaginés. Psychodrame, enfin. C'est de la propagande, justement, et j'en viens à mon point, c'est simplement le fait que au Parti québécois, je suis convaincu qu'il y a déjà eu des chefs beaucoup plus cassants, ou tout aussi cassants, disons, ou autoritaires, ou ainsi de suite, que ce qu'on dit de Mme Ouellette. Donc, l'impression que j'ai, c'est vraiment que soit qu'on ne prend pas son autorité au sérieux, ce que je trouve un peu étrange, venant de gens qui prônent, disons, une stratégie à long terme, et ainsi de suite, pour bien passer dans les médias, donc ne pas parler de souveraineté, alors même qu'ils font un geste fort pour démontrer que le Bloc québécois n'est pas une solution crédible lors des élections fédérales prochaines. C'est ça. De toute façon, il y a rien sur roche, clairement. Quoi qu'il se passe, à cause de 100 mètres, c'est des niaiseries. Non, on est les moins pressés de la planète, quasiment. C'est ça. Mais c'est toute une propagande qui est destinée à décourager les gens, à diviser. Alors, il y a des infiltrés physiques, des gens qui sont payés pour nuire au mouvement, pour retarder, pour allonger les délais, pour s'approcher d'élections de façon à ce qu'il soit question de se faire élire au lieu de parler d'indépendance. Il envoie des petits messages. Bon. Puis par-dessus ça, il y a toute la propagande qui est unilatérale, parce que qui vient du fédéral, des fédéralistes,
et qui s'attaque à la population fédéraliste et aux indépendantistes. Alors, quand vous êtes député du Parti québécois, là, vous vous promenez dans un corridor de l'Assemblée nationale, là, vous vous faites dire continuellement, c'est tous des chums, vous faites dire continuellement, oui, mais moi, là, j'ai pas le boulet de l'indépendance à traîner avec moi. Ça rentre dans la tête. À force de taper sur un clou, là, le clou, il rentre. Dans le bois le plus dur, il va finir par rentrer. Alors, même un vrai indépendantiste comme Jean-François Lisée en est venu à la conclusion, ben, écoute, c'est extrêmement nuisible. Hey, Couillard veut faire une élection là-dessus, je vais perdre. C'est évident, parce que c'est un boulet, c'est nuisible. Ça vient du tout début du mouvement. Pierre Bourgault, québécois, vous voulez dire? Pierre Bourgault voulait faire l'indépendance, mais c'est un groupuscule. Là est arrivé René Lévesque. Il faut d'abord comprendre que nous, on est un peuple qui a été décapité en 1763. Oui, effectivement. Nos élites sont parties en Europe. On avait perdu une guerre. Il n'était pas question que les Français reviennent parce que l'Angleterre comprenait à cette époque-là les futurs États-Unis. Alors, c'était vraiment fini. Ils ont pacifié les Autochtones. Puis là, ils sont entendus avec l'Église catholique parce qu'on avait presque plus d'élites. Ils sont entendus avec l'Église catholique pour protéger les intérêts de l'Église catholique. L'Église catholique, à l'enchère, c'est Dieu qui parlait, faites pas le bon. Alors, ils ont calmé les Québécois, ils les ont tassés, ils ont pris le contrôle de l'économie, puis là, ben, ils nous ont tapé sur la tête pour nous empêcher de devenir puissants. Parce que c'était la raison pour laquelle ils ont utilisé tout ce racisme. C'est du racisme, c'est des trucs raciaux, des trucs, toutes sortes de trucs malhonnêtes. Mon père, ils ont fait subir un test d'intelligence en anglais quand il était au CPR. Il voulait devenir un petit manager. Petit manager, de rien du tout. Ils ont fait passer un test d'intelligence en anglais, puis après, ils ont dit, ben, écoutez, vous êtes en bas de la moyenne. Vous ne pouvez pas être manager. Ben, l'imbécile en question, là, ben, ses 9 enfants étaient à l'université. Puis lui a été chercher une maîtrise en pédagogie à l'âge de 52 ans. C'était un curieux imbécile, hein? C'est bizarre hein, comme imbécilité, c'est assez haut niveau. Hein? Bon. Alors c'était tous des trucs qu'ils utilisaient. La raison de laquelle ils ont fait ça, c'est pas parce qu'ils étaient méchants. Ils ont fait la même chose aux Autochtones. Ils ont sacré dans des réserves, ils ont mis dans des boarding schools, ils les tapaient quand ils parlaient leur langue. Bon. Ils riaient d'eux autres quand ils parlaient de leur religion, qui effectivement qui tient pas debout, mais c'était une façon de déprimer les gens. Ben, c'est vrai que ça tient pas debout. C'était des affaires, en tout cas. Mais on peut être poli avec les gens, les respecter, mais ils ne respectaient pas. Ils leur ont volé leur territoire, ils ont tout volé aux Autochtones, nous autres, ils nous ont simplement tassés. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça avec les Québécois, c'est pas par méchanceté totale, c'est parce qu'ils savaient, d'ailleurs j'ai vu des documents là-dessus, ils savaient qu'on occupait les deux rives du Saint-Laurent, ils savaient que la vallée du Saint-Laurent était stratégique, une valeur tellement importante que pendant plusieurs décennies après à peu près 20 ans après la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, les bateaux dans le monde entier étaient faits pour pouvoir passer dans la vallée du Saint-Laurent, dans la voie maritime du Saint-Laurent. Il était pensé pour ça? Il était pensé, il était calculé pour ça, pour passer, parce que les Grands Lacs, c'était une grande région industrielle. Aujourd'hui, c'est devenu, ils appellent ça le Rust Belt, la ceinture rouillée. Alors... qui d'ailleurs, faut-il le rappeler, a voté massivement pour Donald Trump. Il a fait pencher les élections américaines. Ben là, c'est parce qu'ils perdent. Là. Ils étaient tannés. Ils sont tannés de perdre. Les Américains ne sont pas habitués à perdre. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand la voie maritime a baissé, là, les bateaux ont commencé à être faits pour passer dans le canal de Panama, puis le canal de Suez. Donc, alors, ils appellent ça le Panamax. Panamax, c'est la largeur maximum, la profondeur maximum des bateaux pour pouvoir passer dans le canal de Panama. Alors, les bateaux sont faits aujourd'hui de passer au canal de Panama. Bon, tout ça pour dire que c'était tellement important, la vallée du Saint-Laurent, qu'il était important de nous minoriser, de nous détruire, de nous faire disparaître, et d'éviter qu'on devienne puissant pour prendre le contrôle. Bien sûr. En faisant soit une révolution, l'indépendance par la force, comme les États-Unis, comme beaucoup de pays, ou simplement en prenant le contrôle du pays, puis là, il y a un danger, ils l'ont tout le temps perçu. Alors, ils nous ont gardés avec de la propagande, avec toutes sortes de trucs, puis quand vous écrasez un peuple, vous vous arrangez pour qu'il pense. C'est ce que je disais tantôt, vous rentrez la propagande dans le bonhomme. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, si le gars se met à penser que c'est vrai que encore aujourd'hui, j'entends ça, les Québécois, c'est des gens qui ne savent pas travailler, qui ne sont pas bons. Lucien Bouchard dit ça régulièrement. On ne fait pas assez d'enfants. On fait des enfants comme les autres pays, comme nous. Exact. On ne sait pas travailler. Ben, coudonc, si on ne sait pas travailler, comment ça fait qu'il y a 70 millions de personnes qui veulent venir vivre ici? Non, c'est vrai, je le remarque souvent dans les médias, on va pointer les défauts du Québec comme s'ils étaient spécifiques à la société québécoise, alors que souvent, c'est une conjoncture internationale. C'est pas les Québécois qui sont comme ça, c'est les êtres humains. Et ils vont dire, par exemple,
les Québécois n'ont pas eu le courage de voter pour l'indépendance. Absolument faux. Les Québécois de souche ont voté à 60% pour le oui. Ce sont les groupes ethniques, à 95% parce qu'ils ont été trompés par la propagande fédéraliste, qui nous ont fait perdre le référendum. Et ça, c'est la vérité. Je l'ai déjà dit, je le répète, je ne reculerai jamais sur la vérité. Comme disait Robespierre, c'est la vérité qui est coupable. Ouais, mais bon, vous savez, parfois, ce qu'on dit en politique, c'est pas nécessairement la vérité qui triomphe. Ou des fois, parfois, vaut mieux dire quelques mensonges pour accéder au pouvoir. C'est ça. Des mensonges. De post-vérité, à tout le moins. Un mensonge, c'est comme une allumette, ça sert une fois. Ensuite, il faut la renouveler. J'aime bien ça, bien ça. Bon, en tout cas, tout ça pour expliquer que la propagande auquel les Québécois ont été soumis et auquel ils croient eux-mêmes. Moi, je reçois des courriels là, de Québécois de souche. Là. C'est pas des vrais noms, je donne là, mais c'est un gars qui va s'appeler, par exemple, Gaëtan Robillard. Ouais. Alors, on le voit, là, c'est un Québécois de souche. Bon, c'est pas un Omar Ben Saoui. Ouais, non, bon, c'est un Gaëtan Robillard ou Pierre Gagnon. Ben là, c'est des Québécois de souche. Puis ils disent des folies. On est les plus endettés du monde. On est lâches. On n'a pas voté pour l'indépendance. On fait pas assez d'enfants. On est les plus endettés du monde, on est les plus corrompus. Voyons donc. Oui. Je pense que c'est à vous que j'en ai parlé. Il y a une étude qui a sorti, le Canada est 8e le mieux au monde pour la corruption. Alors, si les Québécois, c'est les pires au monde, quelque chose qui se passe au Canada anglais, c'est des dieux, parce que pour passer de 8 à 0, là, veut dire, il faut de 8 à 200. Favorablement. Mais non, c'est tout démontré. Ce qui se passe, c'est que vous bombardez régulièrement par les médias, par les patrons. Oui, puis tout le monde sur la planète, il regarde les classes supérieures. Qu'est-ce qu'ils font, les classes supérieures? Ben, les classes supérieures au Québec, ils parlaient anglais, puis les classes supérieures au Québec, ben, ils agissaient avec eux. Mon père me racontait qu'il travaillait au CPR comme messager, puis il allait porter des messages, notamment lorsqu'il y avait la fête d'une petite fille. Il se souvient de ça, ça l'a marqué. Il dit, la petite fille avait 15 ans, puis elle jouait du piano, puis c'était sa fête. Fait que mon père a amené un télégramme qui venait, qui a été hand-to-hand, qui a été porté directement à la fille. Puis il a tendu le message à la fille, puis le serveur, là, il a pris son assiette, puis il a soulevé la main de mon père, parce qu'il ne fallait pas qu'il touche à la fille. Il fallait qu'il mette le message pour que l'autre le transfère, parce que était bon. En faisant des choses comme ça, c'est des insultes. Puis c'est des choses qui s'accumulent pendant 258 ans dans le cas des Québécois. Alors, il y a des gens qui regardent leur patron parce que c'est des dieux, puis c'est lui qui donne la job, puis ils ne veulent pas perdre le job, fait qu'ils apprennent à être des yes-men. Bien, ils finissent par développer cette mentalité que c'est nous qui sommes coupables. C'est nous qui sommes coupables parce qu'on est pauvres. On ne sait pas faire des entreprises. Non, on était riches avant qu'ils nous envahissent. Bon, tout ça, c'est de la propagande. Cognitive. Le problème, c'est qu'à un moment donné, si l'on accepte à un moment donné cet état des choses-là, même si ce n'est pas, disons, la vérité ou la bonne chose pour le Québec et pour eux-mêmes, c'est que ça va tellement leur faire mal d'accepter le fait qu'ils ont été bernés, qu'ils se sont bernés eux-mêmes, qu'ils vont juste le nier. Regardez un homme comme Jean Chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec qui croit vraiment que Jean Chrétien ne savait pas que les Anglais sont arrivés 150 ans après nous, puis que pendant 250 ans, c'était les patrons, nous autres, on était les employés. Il ne s'est pas rendu compte de ça dans le petit gars de Shawinigan. Les patrons, Shawinigan Light and Power, là, eux autres, mais ça, c'était des dieux? Non. Ils savaient très, très bien que c'était un héritage d'une conquête, puis du fait qu'ils nous écrasaient pour nous empêcher de monter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dit, coudonc, moi, je vais gagner des gros sous, puis être important. Fait qu'il s'est reviré contre son propre peuple. Puis toute sa carrière a consisté à nuire au Québec. Puis il a déjà dit, mettez deux déclarations ensemble, puis là, vous voyez le bonhomme. Un jour, il dit, mon pays, c'est le Canada, ma patrie, c'est le Québec. Autrement dit, la patrie, c'est là où est notre émotion, puis le Canada, bon, ça, c'est ce qu'il dit, première déclaration. Deuxième déclaration, il dit qu'il a trouvé ça brillant, ce qu'a fait Trudeau en 81, en volant le droit de veto du Québec, puis en écrasant le Québec, toutes les provinces anglaises. Il trouvait ça brillant, il trouvait ça fin. Il a trouvé ça fin d'affaiblir un peuple qui était déjà au plancher pour lui enlever sa patrie, pour lui enlever la seule protection constitutionnelle qui lui restait. Il a trouvé ça fin, brillant. Bon, ça, c'est le bonhomme. Lui, il est mis au service de l'envahisseur, des patrons, pour écraser son propre peuple, puis ça, il y en a plein dans le monde. Mais vous savez que c'est toujours les plus hargneux.
Oui, mais je pense pas que Chrétien fait partie de ces gens-là qui a intériorisé la propagande fédéraliste des Canadiens anglais qui sont supérieurs. Puis lui, ben, c'est un cadeau qui a été premier ministre. Mais en fait, c'est ça qu'ils ont fait. C'est très courant, ça. Vous prenez un gars du bout, il lui donnait du pouvoir, il lui donnait des bonbons, puis là, ben, il se pense plus fin que les autres, parce puis il est reçu dans les fêtes de la classe supérieure. Avec les médailles et ainsi de suite. Il y a un des... On voyait d'ailleurs à Sagard, hein, avec les Desmarais. Ben oui. Moi, il y avait un gars, en tout cas, je ne donnerai pas son nom, un Canadien-Français de l'Ontario. Il m'a dit un jour, il dit, il y a 5 frères et sœurs. Il me regarde tout fier de lui. Dans ma famille, on a tous marié des Anglais. Il le regarde, il dit, bon sang, c'est toute une réalisation. C'est impressionnant. Vous vous êtes mariés dans la classe supérieure. Là, il a réalisé ce qu'il venait de dire, qui était une immense bêtise. Qu'il se marie des Anglais, tant mieux, mais pas qu'il présente ça avec fierté. Je suis meilleur que toi, j'ai marié une Anglaise. Mais j'ai dit, bravo. Ça, c'est rentré dans la tête. Et les Québécois, c'est implicite, ça va de soi. Alors, c'est toute la façon de parler. Alors, mon grand-père, il me disait, toi, tu es séparatiste, mais je suis pas sûr que ton bourgeois est d'accord. Mon bourgeois, c'est le vieux langage là, du 19e siècle. Le bourgeois, c'est le patron. On n'a rien à foutre du patron, moi. C'est moi qui vais devenir un patron un jour, pas lui. Lui, c'est mon patron présentement parce que je suis jeune, mais en tout cas. Le temps de se faire un peu... Ben moi, j'ai jamais... Moton, comme on dit. Oui. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que les Québécois, c'est un peuple de losers, perdu une guerre, puis on se fait taper sur la tête, puis se garder des pauvres, puis nous garder dans les terres, puis eux autres, c'est les riches, puis ils contrôlent tout ce qu'il y a au Québec, puis les compagnies, puis eux autres, les présidents, puis des chefs, puis bon. Puis ils imposent la langue anglaise. Puis là, ben là, c'est dur. Puis là, c'est... Parmi la propagande qu'on se fait servir, c'est que c'est du racisme, puis c'est presque un génocide de refuser l'immigration au Québec. Ben, je suis désolé, mais refuser l'immigration, c'est quelque chose qui se fait partout sur la planète quand on n'en veut pas. Diminuer l'immigration, c'est pas du racisme. L'immigration, c'est un cadeau. C'est une bonté qu'on fait avec des étrangers qui nous demandent de venir vivre parmi nous. C'est pas un droit, puis c'est certainement pas un droit de venir ici pour nuire, puis de faire l'inverse de ce qu'eux-mêmes disent être le bien, c'est-à-dire faire l'indépendance, libérer son peuple. Bon, un autre exemple, on se fait... Non, mais je voulais revenir au Parti québécois. Ben là, c'est ça que je suis en train de parler. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est vraiment fondamental. Moi, je dis tout le temps aux gens, quand on discute d'indépendance ou de tout le système politique au Québec, il faut toujours parler commencer par le point de vue moral. Alors, dans notre histoire, nous autres, on s'est fait bombarder par toutes sortes de... on se fait dire qu'on est de l'extrême droite identitaire parce qu'on veut faire l'indépendance, puis parce qu'on veut aider notre peuple. Ben ça veut dire que Gandhi, c'est l'extrême droite identitaire, puis Nelson Mandela, puis Toussaint Louverture, tout le monde. Bon. Fait que c'est quelque chose de massif. Et quand vous faites ça pendant 200 ans, dans le cas des années 60, vous avez un gars comme Bourgault, qui lui qui était déjà un marginal, puis qui voulait faire l'indépendance pure et dure, n'importe comment faire l'indépendance. Puis là, vous avez René Lévesque, qui est l'exemple typique d'un perdant. Lucien Bouchard, René Lévesque, la raison de laquelle ils ont marché si fort au Québec, c'est parce qu'ils ont des personnalités de perdants. Puis les Québécois se retrouvaient dans... qu'ils ont incarné leur propre peuple. Alors que Jacques Parizeau, c'est un grand bourgeois qui marchait très fort en Europe. Les Européens disaient, bon sang, c'est un homme consistant, il étudiait à Londres, puis c'était un gars qui a été ministre, il a fait un paquet de choses. Tout à fait. Alors, il était en Europe, il avait pas beaucoup plus de charisme au Québec, disons, Parizeau. Bon. Vous savez ce qu'on dit, nul n'est prophète en son pays? C'est ça. Oui, c'est vrai. Alors, René Lévesque, lui, à un moment donné, il a bien réalisé, parce que là, c'était le réveil du Québec, là, dans les années 60, puis c'était quelque chose qui était très net. Hein. Les gens voyaient qu'il y avait quelque chose qui se réveillait. En fait, ça a commencé à la Deuxième Guerre mondiale, quand les femmes ont été dans les usines, quand les hommes sont revenus de pays, des petits pays comme le Danemark, ils voyaient ça en Europe, c'était des petits pays, puis ils étaient indépendants. C'était des retours d'Europe. Alors là, il y a un mouvement qui s'est lancé, puis ça a pris un certain temps avant de se débarrasser de la vieille civilisation du Moyen-Âge, de la civilisation des agriculteurs, religion catholique. Puis là, René Lévesque était là-dedans. C'était pas quelque chose de spectaculaire, la Révolution tranquille. C'était quelque chose de... mouvement de la population. Les gens ont arrêté d'être des Canadiens français, sont devenus des Québécois. C'est une modernisation accélérée, disons. Bien sûr, parce que les gens, il y avait la télévision qui est rentrée au Québec 4 ans avant la France, en 52, je crois. Fait que les gens avaient des ouvertures.
Il avait été en Europe, il y avait plein de gars qui s'étaient battus dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a d'autres qui avaient été à la guerre de Corée. Fait qu'il y avait, puis le Québec est un pays international. Alors, il y avait un réveil. Puis il y avait également toutes les indépendances faites partout dans le monde. Alors, un gars comme... c'était l'époque des indépendances. Alors, un gars comme René Lévesque, qui est un loser de nature, c'était ça son charisme. Est-ce que vous choquez beaucoup Pardon? En disant ça? Est-ce que vous choquez beaucoup autour de vous? Ben, c'est parce que c'est la vérité. Moi, je me dérange pas beaucoup de choquer. Je comprends votre point tout à fait. Mais moi, je l'aimais bien, René Lévesque. Ouais. Mais je continue de dire que c'est un tempérament de loser. C'était un gars, quand il s'est fait jouer la patte par Trudeau, je me souviendrai tout le temps de ça, il pleurait presque. Oh, encore les Québécois sont encore tout seuls dans leur coin. C'est pas ça qu'il fallait faire. Enfin, peut-être que c'est ça qu'il fallait faire. La stratégie, disons, avec le recul, aurait pu être beaucoup mieux. C'est ça. Oui, mais enfin, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il avait perdu son référendum, puis il avait fait la même maudite erreur que Jean-François Lisée. Il a laissé tomber l'indépendance pour prendre le beau risque. Ouais, il a été joué, c'était un joueur de poker. Il a été joué au poker avec les intérêts du Québec, le droit de veto, puis il s'est fait avoir. Je tiens à dire quand même qu'une des lois fondamentales, disons, de la stratégie, on ne négocie pas avec une main perdante, ou le moins souvent possible, n'est-ce pas? Donc, généralement, on essaie d'avoir une main forte ou un momentum pour aller négocier et pas l'inverse. Alors, quand René Lévesque, c'est vers là que je voulais en arriver, là. Ouais, quand René Lévesque a pris le contrôle, il y a la grosse personnalité, beaucoup de charisme. Moi, j'aimais bien René Lévesque. On l'appelait Petit Poil, mais tout le monde le voyait. Oui. Tout le monde disait Monsieur Lévesque, mais il l'appelait Petit Poil. Il y avait le côté québécois, là. Respect avec un petit peu de mépris, mais c'était un mélange. Des archives que j'ai vues, l'homme semble fascinant. Oui, au sens il était très brillant. René Lévesque était un homme très brillant. Là. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais l'affaire, c'est que, c'est là-dessus que je vais en venir, René Lévesque, c'était ménager la chèvre et le chou. Alors que Parizeau, lui, il venait pour faire l'indépendance. Mais il a embarqué parce que, René Lévesque avait le gros charisme, puis ça correspondait. On était un peu très peu instruits dans les années 60. Là. Parizeau a déjà donné des chiffres qui sont renversants. C'était un des groupes ethniques les moins... Je sais c'est lequel. En 1960, 500 personnes, 500 Canadiens français étaient bacheliers. C'est ça. 500. Et le pourcentage de gens qui avaient une deuxième, troisième année était énorme. Fait que c'était des losers. On n'était pas de losers. On était des losers. Puis là, René Lévesque arrive, on réveille tout ça. Puis là, les Anglais, propagande. Vous ne pouvez pas faire la nationalisation de l'Hydro-Québec, faire Annexe 5 en français. C'est ridicule. Niaiseux, ils font ça en France, font ça partout en français. Évidemment. Quand ça a été le temps d'avoir les pilotes de l'air en français, vous ne pouvez pas faire ça, c'est niaiseux, voyons, c'est tout en anglais en Amérique du Nord. Ben non, ça se fait partout, en Espagne, partout. C'était de la propagande. Bien sûr. Alors René Lévesque, qui avait intériorisé, même malgré qu'il était très brillant, tout ça, il avait intériorisé une partie de ça, il a dit, il faut être gentil avec le Canada anglais. Puis là, il a réalisé une chose, René Lévesque, que moi je réalise, mais dans le sens inverse, c'est l'importance stratégique de la vallée du Saint-Laurent. On les tient. Ils sont obligés de passer par chez nous. On les tient par? Exactement. Alors, par le sensible. Et voilà. Toute leur communication passe par la vallée du Saint-Laurent. Ouais. Ils en parlaient au 19e siècle dans des lettres qu'ils écrivaient à la reine d'Angleterre. Si vous leur donnez plus de pouvoir, c'est dangereux parce qu'ils tiennent nos communications. Et tout passe par la vallée du Saint-Laurent. Tout. Alors, René Lévesque, qui réalisait ça, il a dit, bon, ce qu'on va faire, on va être gentil. C'est une mentalité de loser. On va être gentil avec ceux qui nous ont écrasés pour essayer de faire passer ça doux. Alors, on va faire la souveraineté association. Mais l'association, c'est pour eux, pas pour nous. Alors, lui, ce qu'il a dit, non, ça prend souveraineté association avec un trait d'union. C'est-à-dire qu'on va négocier la souveraineté association. Si vous négociez en position de faiblesse, souveraineté association, vous n'aurez pas la souveraineté. Alors, la moitié, le quart, quasiment rien. Et voilà. Alors, puis là, il y a eu des grosses tensions dans le PQ parce qu'il y avait des gens très, très développés là-dedans, du monde très brillant. En fait, le meilleur de notre peuple était rendu dans le PQ pour essayer de faire l'indépendance. Ouais. Le gouvernement qui a été élu en 1976, c'était un des gouvernements les plus diplômés de l'histoire d'Occident. C'était très élevé, là. Wow. Il y avait des docteurs pleins. À tel point que René Lévesque, qui lui-même n'avait même pas un baccalauréat, n'a pas fini son bac en histoire, en droit. René Lévesque est obligé de dire en partant, il y a beaucoup de monde dans le parti qui a été élu. Alors, vous ne pouvez pas vous attendre à garder vos ministères. Il va y avoir un roulement. Il est obligé de dire ça au départ, parce que sans ça, il y avait trop de gens qui disaient il ne m'a pas nommé. Qui a nommé beaucoup de ministres, mais il ne pouvait pas nommer tout le monde ministre. Fait que, bon. Trop de grosses pointures, finalement. C'est ça. Mais il y a eu un réveil du Québec.
Puis le Réveil du Québec, ben là, les gens ont fait des doctorats dans les années 60, puis dans les années 76, ben c'était tous des jeunes, ça, c'est des gars de 30 ans, 35 ans, donc, 36 ans. Si on avance un peu plus pour retourner vers la crise du Bloc. Ben là, c'est vers là que je m'en viens. René Lévesque, dès le départ, a mis Souveraineté Association liée, et là, autrement dit, il a réduit l'indépendance, puis il a fait ça pour aider le Canada anglais, pour être gentil. Qu'est-ce qu'a répondu le Canada anglais à la propagande? Ils ont dit, l'association n'aurait pas. Il n'y aura jamais d'association. Vous allez vivre tout seul dans votre petit Québec fermé. Mais non, c'est le contraire. Ils sont obligés de passer par chez nous. Exact. Québec, c'était un pays ouvert. Bon. Et la naissance a commencé dans le PQ avec cette mentalité qu'il faut être gentil avec ceux qui essaient de nous écraser et même de nous supprimer comme peuple, avec une immigration massive, une sorte de trucs qu'ils ont utilisé pendant 258 ans. Et là, le PQ, la façon de faire l'indépendance à cette époque-là, c'était la majorité des députés. Ouais. Alors, dès qu'on a la majorité des députés, on peut faire ça. C'est comme ça que ça se faisait partout dans le monde. Oui, bien sûr. C'était la légitimité démocratique. Voilà. Et là, il y a eu Claude Morin, qui était payé par les fédéralistes, par la GRC. Révélé par Normand Lester. C'est ça. Alors, ce qu'il a dit, ben non, on va faire un référendum. C'était quoi l'idée du référendum? Ben, ça avait l'air très, très... D'ailleurs, c'est vrai que c'est correct. Il faut demander à la population, dans une question claire, sur une question précise. Dans une élection, vous votez sur les hôpitaux, votez sur les routes, sur le fait que le gars, sa cravate est mal faite, ou la fille parle mal, ou il a lâché un sac à la radio. Là, vous posez une question précise sur un sujet précis, puis vous avez un oui, mais là, vous le faites, c'est super démocratique. Mais là, c'est un truc. Ils se sont dit, regarde, on va se débarrasser de l'indépendance en faisant un référendum, puis on se fait élire comme un bon gouvernement provincial. Alors, là, ils se sont fait élire, ils ont fait un référendum, ils l'ont perdu, avec une question alambiquée, malhonnête. La vérité, c'est ça, malhonnête. Même si ce qui était écrit, c'était clair, que c'était l'indépendance avec une association, c'était très fort ce qui marquait, hein? C'était le contrôle de la monnaie, contrôle des industries, contrôle des lois, toutes ces lois, c'était fort. Mais c'était tout camouflé. C'était pas net. Alors, ils perdent avec ça. Ils perdent à 40% avec une question alambiquée. Ça allait fou. Ouais. Puis là, à partir de ce moment-là, l'idée, c'est on va se faire élire d'abord, parce que c'est la stratégie. On se fait élire d'abord, puis après, on fait l'indépendance. Et pour se faire élire... Oui, mais pour se faire élire, il ne faut pas parler d'indépendance, parce que c'est impopulaire. Il y a juste 30-35% des gens qui sont pour ça. Fait que pour aller chercher 65 qui restent, ben on cache l'indépendance. Et ensuite, là, l'indépendance... son meilleur score. Oui, en 42% qu'il y a eu en 76. Bon, puis là... Là, ça a commencé la dégénérescence, c'est-à-dire la séparation du parti fédéraliste, qui était le PQ, et de son projet indépendantiste. Ouais. Puis là, ben, il y a eu un... Là, ils ont... il y a eu Parizeau qui a démissionné. Parizeau a démissionné parce que René Lévesque, il a fait ça à la fin d'un premier mandat. Il faut que tu fasses réélire pour faire l'indépendance. Si on gagne, puis si on perd, ben là, on vient de se fatiguer à faire ça. On va prendre 5-6 ans pour se reposer. Donc là, c'est ça qui est arrivé. Fait que le PQ a fait son... Puis là, il s'était attaché les mains. Pas de référendum. Il se présente. Ben, Trudeau, qui était un homme malhonnête, il a dit, ben, il est coincé. Fait que là, Lévesque, il a voulu jouer au poker. Il dit, on va faire... Puis là, Trudeau, il a joué une patte, puis il a volé le droit de veto, puis il a même dit à un de ses amis, tu vas voir comme c'est cochon, on va lui faire porter le chapeau. Alors, il a porté le chapeau d'avoir perdu le droit de veto du Québec après avoir perdu le référendum. Bon, là, le PQ se fait battre, les libéraux prennent deux mandats, là, c'était Bourassa. Puis il y avait Johnson, enfin, je me souviens plus, il faudrait regarder, là, mais Bourassa est revenu. Puis... là, le PQ revient, mais là, c'est Jacques Parizeau, qui est un vrai indépendantiste. Alors là, Jacques Parizeau se présente et dit non, on va pour l'indépendance. Lui, il a été tout le long. Quand il s'est présenté en 87, je me souviens, tout le monde disait, il est fou, c'est fini, personne ne va en entendre parler. Ils ont perdu à 40% avec une moitié de questions. Et finalement, on connaît le score. Mais Parizeau, qui est un grand homme d'État, il a forcé les gens à se compromettre, dont Lucien Bouchard. Les gens se sont compromis. Mario Dumont, qui pensait qu'il viendrait de premier ministre, il n'est jamais rien devenu. C'était un troisième parti. C'était pas... Et là, Parizeau fait son référendum, 5 ans. Puis il a fait l'erreur de démissionner la veille du référendum en disant, si je perds demain, je démissionne. Mais oui, mais il y avait eu du vol. Il s'est pogné à la tête. On le voyait, là, il marchait là, puis il capotait. Mais il avait dit de le faire, très orgueilleux, fait qu'il a donné sa démission. Puis là, c'est Bouchard.
un autre loser. Vous pensez que c'est ça? J'ai entendu plein d'autres choses. Mais... Qu'est-ce que je pense que... Non, par rapport à Parizeau, les raisons de sa démission. Ah, il l'avait promis la veille. Ouais. Ah, ça, c'est la... commis, ben, il aurait eu l'air fou depuis, il avait cassé lui-même. Il avait cassé le truc. C'est toute la mentalité. Il a cassé le truc avec l'argent et le pivote ethnique. Il a brisé le... Non, ça c'est la vérité. En passant, ce qu'il a fait... Oui, non, effectivement. Ce qu'il a vraiment fait, Parizeau, il savait qu'il avait démissionné, puis il savait qu'il était obligé de démissionner. Alors, ce qu'il a voulu faire, puis il a dit une autre chose qui est bien plus importante, parce que le vote ethnique, c'est la vérité. D'ailleurs, il a tout le temps soutenu. Oui, tout à fait. Il a toujours soutenu, puis je le soutiens, je le répète. Attends, je vais le répéter. Ouais. Ce qui nous a fait perdre le référendum de 95, c'est de l'argent et des votes ethniques, rien d'autre. Puis ça, je vais le répéter jusqu'à la fin de ma vie. Comme disait Robespierre, c'est la vérité qui est coupable. Mais vous pensez pas qu'en termes de politiquement parlant, le coup d'éclat qu'il a fait là était, disons, une façon de revirer la table quand le jeu n'était pas favorable, disons, ou... de toute façon... Vous l'interprétez pas comme une crise personnelle ou une crise d'ego? Ah ben, moi, c'est ce que j'ai entendu beaucoup. Oui, il y en a qui disent qu'il avait bu, ça ne m'étonne pas. Le point n'est pas là. Ouais. Le point fondamental, on s'en fout de la personnalité de Parizeau, de la personnalité de Martine Ouellette. Ouais, l'idée, c'est qu'il essaye d'empêcher que ça se fasse. Et là, il a dit quelque chose de plus important. Parce que ce qui se passait, c'est qu'il s'est dit, merde, je suis obligé de laisser la place à Bouchard, puis il a peur. Il ne fera pas. C'est un peu heureux. Il veut faire la souveraineté association, même s'il y avait un référendum à 100% sur la séparation complète et sanglante du Québec, il s'arrangerait pour faire la souveraineté association, mais c'est un peu heureux. Il est fait de même, c'est sa personnalité. Il est de même, le gars. Il a subi du bullying, enfant. C'est très important, ça. Moi, j'en ai subi du bullying. Je peux vous dire ce que c'est. Là, c'est quelque chose de continuel. C'est une pression continuelle qui vient du milieu. Et vous réagissez de deux façons. Vous pliez ou vous réagissez. Moi, j'ai réagi, je me battais. Pensez que Bouchard plie? Ben, il l'a dit lui-même. Quand quelqu'un se plaint de bullying, c'est parce qu'il se défendait pas, c'est parce qu'il avait peur, parce qu'il se cachait, il se sauvait. Il essayait de... Quand quelqu'un vous met dans la bande, là, au Parc La Fontaine, vous jouez au hockey, ben, si vous n'allez pas après lui pour le remettre dans la bande, au risque de prendre une bataille quand il... respect pour vous. Ben non, puis là, ben, ça dégénère, ça va vite. Là. Bon, en tout cas, mais tout ça pour dire que Parizeau a dit une chose qui était importante. Il dit, cette fois-ci, on n'attendra pas 15 ans pour faire un troisième référendum. Effectivement. Bon. Là, Bouchard a gagné du temps, il ne voulait pas le faire, alors il a fini son premier mandat. Ensuite, il s'est fait élire, sans rien dire contre l'indépendance. Puis là, dès qu'il a été élu, il a dit, ben ouais, j'ai eu 42%, on n'a plus de pourcentage. Ça, c'était faux. Il y avait le même pourcentage que Parizeau avait eu en 80... En tout cas, quand il a été élu, en 94. Il ne voulait pas le faire. Alors là, il a fait son 3 ans, puis à la fin, parce qu'il n'aime pas se perdre, il a démissionné, il s'est sauvé. Puis là, ça a continué. Tout ce qui a continué après le référendum de 95, c'est la division entre ceux qui veulent se faire élire puis ceux qui veulent faire l'indépendance. Le résultat, c'est qu'ils ont tassé les indépendantistes les uns après les autres, qu'ils ont expulsés. Ça a été Parizeau qui est parti avec du monde. Il y en a qui ne sont jamais revenus au PQ. Option nationale, c'est ça. Martine Ouellette, ce qu'elle vient de faire, elle a quitté le PQ parce qu'elle a été expulsée. PKP a été expulsée du PQ. L'affaire de ses enfants, je n'ai jamais cru à ça. Moi, je l'ai dit en partant, c'est pas vrai. Vous croyez à ça? Non, ses enfants, c'est important. C'était important. Mais il réalisait surtout qu'elle allait se casser la gueule parce que tout le monde était accroché après sa ceinture pour l'empêcher d'avancer. Alors, ils se sont... la théorie Julie Snyder. Mais bon, on n'ira pas là. Ouais, c'est ça, mais... je sais, mais enfin... Bon, parce que ça concordait avec la sortie médiatique. Puis il y en a qui disaient qu'il avait trompé Julie Snyder, puis il y a eu de la chicane, puis c'est à cause de ça. Elle était très populaire. OK, bon, maintenant, ce cas-là, outre ça... Alors là, on se retrouve maintenant avec cette mentalité qui est pénétrée très profondément dans le PQ. Puis le résultat de tout ça, c'est que comme ils cherchent tous à se faire élire parce que les indépendantistes sont partis, les médias sont fédéralistes, le gouvernement fédéral est fédéraliste, tout le Canada anglais, les anglo-québécois, les immigrants, puis les chefs du PQ courent après les libéraux pour faire la même chose qu'eux, pour se diviser l'électorat. Alors, le résultat, c'est qu'il n'y a personne qui défend le bon sens, la vérité, la justice, l'équité, parce qu'ils sont tous en train de dire la même chose. Alors là, c'est fait que, résultat, Jean-François Lisée, qui est un vrai indépendantiste, il dit, on va leur enlever leurs bonbons. On n'en parlera pas en toute l'indépendance, puis on ne fera pas le référendum. On va devenir un parti purement fédéraliste pour 2 mandats. Alors même qu'au final, ça vient certifier les thèses fédéralistes, au final, d'une certaine façon. Bien sûr, puis de toute façon, la prochaine élection,
Le PQ va manger une volée, ils vont dire c'est l'indépendance qui a perdu. Ouais. Même s'il a laissé, il dit qu'il ne fera pas l'indépendance. Regardez, le parti indépendantiste, c'est mort. Bon. Ouais, ça, je tiens à le dire. Christian Saint-Germain, ça m'avait. Je trouvais ça bien dit. Il avait dit qu'il avait peur que le Parti québécois fasse mourir la cause avec lui. Oui, bien sûr. Puis moi, c'est vraiment ce qui me semble être en train de se passer sous nos yeux. Moi, donc, le fait de voir le Bloc québécois, ce qui se passe au Bloc québécois, j'ai le goût de vous demander, bon ben le Parti québécois, tout le monde sait que les défaites désunissent, disons, hein, c'est plus facile de gagner, disons, tout le monde est un peu plus sympathique. Donc, advenant de défaite, vous prévoyez quoi pour le Parti québécois? Bon, on va finir avec le Bloc québécois. Le Bloc québécois, prochaine élection, théoriquement, parce que je pense que les libéraux ont s'accroché malgré la loi. La prochaine élection, c'est celle du PQ, le 1er octobre, je crois. Ensuite, c'est l'élection du Bloc québécois. Ouais. Bon. Le PQ a laissé tomber l'indépendance, ben là, ça a tout démobilisé. Je sais, j'étais dans les mouvements souverainistes. Moi, je suis parti, tout le monde est parti. Il se fait plus rien, presque. Il se fait des choses, mais presque plus rien. Ouais. On essaie de repartir l'Union patriote, ces choses-là, mais enfin. Alors, le résultat, c'est que si on laisse tomber le projet, on laisse tomber l'idée, qui est porteuse, pour laquelle on a travaillé comme des chiens, ben, il y a plein de gens qui n'iront pas voter. Le PQ va manger une volée. Mais, même s'il mange une volée, même s'il se retrouve avec 9 députés, un cas catastrophique, ceux qui vont avoir été élus, ils vont dire, oui, mais moi, j'ai été élu en cachant l'indépendance. C'est ça, le truc gagnant. Ils vont faire comme les 7 députés du Bloc québécois. Puis là, ben, actuellement, ce qui empêche l'indépendance au Québec, c'est le Parti québécois qui refuse d'y aller. Moi, j'ai écouté ce que je fais dans mes vidéos, tout ça, je prouve que c'est payant. Moi, ce que j'ai fait avec mes vidéos, j'ai éliminé tous les arguments qui ne sont pas très difficiles à éliminer. Parce que l'idéologie fédéraliste au Québec, c'est une pauvre chose au point de vue intellectuel. C'est pauvre. C'est toutes des demi-vérités. Fait que moi, j'ai attaqué chacun de ces arguments-là, puis j'ai montré que l'indépendance, ça serait payant, que l'indépendance, c'est moral, que c'est nous les victimes. On a été vraiment envahis, on a vraiment été appauvris artificiellement, ils essayent vraiment de nous détruire, on est vraiment plus pauvres qu'eux, c'est la province la plus pauvre du Canada en termes de revenus disponibles par habitant, alors qu'on détient le territoire le plus important de toute l'Amérique du Nord, la voie d'entrée de sens Est-Ouest, la seule. C'est quoi l'explication? Ben, c'est très simple, c'est un héritage d'une conquête. Alors moi, c'est ce que je fais dans mes vidéos. Alors je fais ça, puis je rencontre tous les chefs indépendantistes. Je ne suis pas une célébrité, mais ils se sont fait d'aigle. Il y a un gars qui a été. Fait que je vais tout demander, est-ce que vous avez vu mes vidéos? Oui, c'est bon. Jean-François Lisée, c'est bon, continuez. Ah bon? Avec Gilles Duceppe. Oui, j'en ai vu deux. C'est bon, c'est très bon ce que vous faites, continuez. Bon. Et je vais tout demander à ces gens-là, Bernard Landry, tout le monde. Si vous dites que c'est si bon, pourquoi vous ne dites pas ça à la population? Évidemment. C'est quoi la raison? Ah ben, là, ils se mettent à niaiser. Ouais. Puis, la stratégie. Le seul qui m'a donné une réponse qui se tenait, c'était Jacques Parizeau qui m'a dit, ben écoutez, ça montait tout seul. Ça servait à rien d'affronter le Canada anglais. Fait qu'on essaie d'aller par la démographie, puis on l'aurait eu, puis 50%, 55%. S'il était resté au PQ, il aurait refait un autre référendum, on l'aurait gagné. Parce qu'on avait 55% du vote au début du mandat de Bouchard. Pendant 5-6 mois, je me souviens de ça, moi. Je me disais, ben vas-y. Non, il ne voulait pas. Alors. Justement, hein, c'est aussi ça, l'impression qui me vient, c'est qu'il y avait une belle fenêtre d'opportunité. Puis là, de plus en plus, par la léthargie, la démobilisation, et ainsi de suite, puis disons, les pistes vinaigres, grosso modo, enfin, on pourrait peut-être nous qualifier comme ça d'un autre point de vue, mais il me semble que on est en train de rater une sacrée belle opportunité. Bon. Opportunité qui plus est, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, bon, je fais une ouverture, mais je crois que la conjoncture internationale, de plus en plus, on est en train de passer d'un paradigme gauche-droite dans beaucoup de pays pour retourner à la souveraineté nationale dans beaucoup de pays, je pense surtout à l'Europe. Ouais. Les États-Unis aussi l'ont démontré, et disons, il y a comme un ressac par rapport à la mondialisation et un retour à la volonté de souveraineté populaire ou nationale. Donc moi je me dis, wow, voilà une vague à emprunter.
dans les prochaines années, les prochaines décennies, et reforger une stratégie électorale à partir de là. Mais là, je vois le Parti québécois se noyer dans le progressisme à tout prix. Ah, de toute façon, tout ce qui est négatif, tout ce qui est nuisible, ils sont là-dedans. Comme Justin Trudeau. Comme je disais l'autre jour, il s'est jeté dans le fleuve, il suit le courant, puis il nage pour aller plus vite que le courant. C'est ça qu'ils font. Mais vous savez... Plus ça va vite, plus ça se détériore, plus c'est bon, c'est positif, parce que le changement, c'est du progrès. Non. Le progrès, c'est s'adapter. Ouais. C'est pas changer, c'est s'adapter. Il faut s'adapter aux circonstances pour améliorer les choses. Maintenant, j'ai quelque chose de très important à dire, puis je le dis souvent, puis je le répète. L'indépendance du Québec, c'est inscrit dans la géographie. Oui. C'est quelque chose qui est là. Le Québec tel qu'il est, les Appalaches, les Laurentides, la vallée dans le fond du trou, Montréal, c'était pas une ville, mais les îles étaient là, c'était un archipel, c'est un point stratégique. Puis la vallée de la Richelieu qui va en ligne droite vers New York, ça va rester là. Oui, ça a été là pendant des millions d'années. Ces peuvent nous aider à long terme. Ben l'indépendance, ça arriverait, même si vous enlevez tous les 8 millions de Québécois, vous mettiez quelqu'un d'autre. Bon. Ça, ça ne mourra pas. Il y a des gens qui disent un troisième référendum, après c'est fini. Non, la démocratie, c'est tous les 4 ans. Alors, le projet indépendantiste, s'il est tué, c'est uniquement parce qu'ils ont leur argent plus la moitié du nôtre, puis ils servent de notre argent contre nous-mêmes pour déprimer les Québécois avec de la propagande, puis en faisant venir des immigrants, puis en leur disant qu'on est des nazis, puis je sais pas quoi, pour qu'ils nous nuisent, alors que c'est nous qui les accueillons dans notre patrie, puis on les traite très bien. Exact. Bon, alors puis moi, ce que j'ai fait dans mes vidéos, j'ai prouvé que c'était payant, que c'était moral, c'était juste, c'était correct, puis que tout le reste, c'était de la propagande. Alors, ce que j'ai fait, c'est sûr, comme je dis à tout le monde, que ça va se faire à l'émotion, puis le soir où on va gagner, les gens vont avoir les bras en l'air, puis ils vont pleurer, puis ils vont être contents, parce que la première fois, ils vont gagner. Mais ce qu'il faut faire, c'est éliminer les arguments fédéralistes, prouver qu'ils sont faux. C'est ça que j'ai fait. Puis quand je demandais au chef, il me disait, ben oui, mais il faut se faire élire, fait qu'on cache. Puis là, c'est l'exemple de Jean-François Lisée. Oui. Alors, à la prochaine élection, le PQ va manger une volée. Puis là, ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai, on perd beaucoup d'argent. Puis c'est ça que je vous dis depuis tantôt, c'est que c'est un paradigme. On appelle ça un paradigme en philosophie. C'est une idée, il y a comme des rails. Les gens montent là-dessus puis sont sûrs de ça. Tout ce qui... La façon de parler de tout le monde au Québec, c'est ben l'indépendance, ça va coûter cher. Fait que on peut attendre 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans. C'est juste un caprice, mais qui va coûter cher. Fait qu'on laissera ça à nos descendants. Nous autres, on va prendre l'argent. C'est-à-dire, on va rester dans le Canada. Puis nos descendants, mais ils feront le caprice qui coûte cher. Donc, le paradigme qui serait un peu, on pourrait dire, le gros bon sens du moment. Le gros bon sens, oui, mais c'est pas vrai. C'est que les gens le croient parce que ça leur a été mis dans la tête à coups de masse puis de marteau, puis rentrer ça dans la tête du monde. La suite logique, disons. La suite logique. Alors, les gens disent, on peut attendre, c'est un caprice. Moi, c'est pas ça que je dis. Je dis, on perd beaucoup d'argent, des milliards de dollars. On est la province la plus pauvre du Canada, alors qu'on détient le seul territoire essentiel. Alors, ça devrait nous enrichir énormément. C'est zéro qu'on soit. Alors, c'est ce que je prouve dans mes vidéos, puis bon. Je pose ça à des gens, Jean-François Lisée, continuez, c'est très bon, ben, pourquoi t'en parles pas? Ah ben, c'est parce que je vais me faire élire. Fait que là, la prochaine élection, ils vont manger une volée, puis ce qui est très important, c'est que tous les indépendantistes reviennent au PQ, notamment dans les comtés. On leur demande pas grand-chose. On leur demande de mettre des croix au bon endroit, quand c'est le temps, c'est pas bébé difficile, ça. On va s'en occuper, nous autres, de faire l'indépendance. Puis, moi, comme l'indépendance, c'est payant à l'état pur, la séparation du Québec, séparation pure et dure, c'est préférable à la situation actuelle parce qu'on va récupérer notre voie maritime, on va récupérer tout ce qui est à nous, on va refaire notre bourse de Montréal. On ramène rien de l'Ontario. Pas intéressé à leurs travailleurs en guêpe, à leurs ordinateurs pleins de poussière. Ce qu'on veut, c'est garder notre argent ici. On n'envoie plus l'argent à Ottawa, on l'envoie au Québec. Puis on donne des gros salaires à 120 000 à des Québécois de souche, à des Autochtones, puis aux Québécois, aux 8 millions de Québécois. Et les gradés de l'armée. Même chose. On n'avait plus rien en Ontario. On ne ramène pas la Bourse de Montréal, on la reconstruit à Montréal. Nos entrepôts sont à Montréal, etc. Puis quand vous mettez des droits de passage sur la vallée du Saint-Laurent, puis quelqu'un veut bâtir ça, c'est à long terme, quelqu'un veut créer une usine dans l'ancien Canada qui regroupe le Canada anglais et le Québec, il va dire, merde, j'aimerais ça l'installer en Ontario, mais maudit, il faut payer quand on monte, il faut payer quand on descend.
comment je vais faire pour ne pas payer ça, garder cet argent-là, mettre ça dans mes poches, m'acheter une belle Mercedes? La solution, c'est de bâtir l'usine au Québec. Alors, on gagne avec les droits de passage, on gagne avec le développement industriel, on gagne avec l'argent qui est administré à Québec au lieu d'être à Ottawa, on gagne en contrôlant notre commerce international, on gagne sur toute la ligne. Alors, on met ça à la population, on le répète, puis c'est pour ça que le PQ doit être repris. On doit reprendre le contrôle du PQ massivement, que les gens aillent simplement s'inscrire dans les comtés pour aller voter quand il est question de noter d'élire le prochain candidat à l'élection. Parce qu'il y a une grande possibilité que la prochaine élection provinciale, comme Jean-François Lisée, c'est le plus intelligent de la gang. Couillard est très intelligent, mais je pense que Jean-François Lisée le bat. Lisée va réussir à remonter, plutôt à faire baisser Legault, qui lui est un mauvais orateur. Alors, c'est pas le PQ qui va profiter de la baisse de Legault. Ça va être le Parti libéral. Fait que ça pourrait être un gouvernement, je pense, enfin j'espère, que ça va être un gouvernement minoritaire. Et là, ça veut dire qu'on retourne au bâton 1 an et demi plus tard. Mais 1 an et demi, c'est suffisant pour expliquer tout ce que je dis dans mes vidéos à la population, de faire réaliser, parce que moi, je ne me rends pas à la population. Moi, je reste dans le mouvement souverainiste, puis j'essaye, je fais bien, mais ça ne sort pas. Il faut que ça soit fait par le chef, le nouveau chef du PQ. Il faut que le nouveau chef du PQ soit un vrai souverainiste. PKP veut revenir, c'est très clair. Probablement Cossan va s'essayer. Enfin, on va voir ce qui va arriver. Mais il faut... Puis, Churchill disait, c'est plus facile de gagner une élection que de prendre le pouvoir. Ça, c'est vrai à l'intérieur du Parti québécois, surtout à l'intérieur du Parti québécois, qui est plein d'infiltrés, puis de gens qui n'y croient plus, puis de gens qui veulent se faire élire pour chercher de l'argent. Et il faut reprendre le contrôle du PQ pour tasser ces gens-là, mettre des vrais indépendantistes, puis exiger que tous les députés, tout le monde se mettent à taper sur le clou pendant 1 an et demi. On se présente à l'élection. Il y a 40%, moi je pense que c'est 45% d'indépendantistes, mais les sondages disent 35-40%. Avec ça, c'est bien plus que le 20% que le PQ a. Fait qu'on a des bonnes chances de prendre le pouvoir avec la division du vote. Puis d'un coup qu'on a pris le pouvoir, ben on a un autre 8 mois, on fait le temps que ça prend de faire le référendum. Fait qu'on se retrouverait avec 2 ans et demi à peu près, à dire la vérité à la population, avec le gouvernement du Québec. Puis là, on dit à la population, on va dépenser de l'argent pour parler d'indépendance, parce qu'on perd de l'argent en faisant pas d'indépendance. C'est le paradigme qu'il faut changer. C'est ça que j'essaye de faire. Et moi, quand je suis revenu au Québec en 2010, je faisais face à un mur, c'était gigantesque, personne d'entendre parler de mes arguments, ça avait l'air d'une catastrophe économique, d'un meurtre, de la fin du monde. Ben oui, je parlais en faveur de l'indépendance. Le paradigme, c'est ça va coûter cher. Puis moi, j'arrivais, non, c'est payant. Puis là, je donnais l'exemple. Vous êtes en train de me dire que les gens étaient apeurés de ça. Ben oui, bien sûr. Je parle des indépendantistes. Ah oui, exact. J'étais dans... Ça, c'est une petite histoire, on va aller rapidement, là, parce qu'il faut passer à l'autre étape. J'ai été dans le Parti indépendantiste en arrivant. C'est le premier parti qui j'ai contacté parce qu'il avait été jeté dehors du PQ par Pauline Marois. Là. Bon, ben oui, c'était des gens qui avaient quitté le PQ qui avaient fondé le Parti indépendantiste. Ah, ok, voilà. Bon, fait que j'ai été là-dedans. Je n'étais pas d'accord avec leur truc de faire, en tout cas, ils veulent faire l'élection. L'élection sert à faire l'indépendance. On ne peut pas faire ça après avoir fait 2 référendums. C'est ça le problème, c'est qu'on s'est peinturé nous-mêmes dans le coin. Oui, mais enfin, ça, c'est correct, les référendums. Les référendums, c'est fait partout dans le monde. Effectivement, mais moi, j'aurais plutôt vu, disons qu'on gagne majoritaire avec 42%, comme ça a été le cas. On fait un référendum qui vient renforcer la légitimité dans le style croyez-vous que le fédéralisme soit une bonne chose? Oui, mais ça, c'est parce que c'est pas décisionnel. La décision... Non, effectivement, c'est pas décisionnel, mais disons que ça peut venir... D'abord, une chose. Bon, il faut pas se perdre dans les tergiversations, malheureusement. Non, mais je vais dire quelque chose qui est très important, là. Allez-y. Les fédéralistes au Québec sont dans l'autre paradigme, hein, coûte cher l'indépendance. Oui, bien sûr. Alors, Jean Chrétien, ces gens-là, sont tellement persuadés que les Québécois ne peuvent pas changer d'idée que l'indépendance, ça va coûter cher, c'est un caprice qui va coûter cher. Que Jean Chrétien a toujours dit, comme avec Stéphane Dion, si on pose la question sur la séparation, on va toujours voter non. Si on leur prouve que c'est payant, la séparation pure, plus payant que rester où on est là, les gens vont dire non, on va voter oui. Alors la question, après qu'on a fait toute la préparation pendant 2 ans et demi, là, de parler d'indépendance, avec des arguments, avec des annonces à la télévision, obligatoires, là, vous savez... le 30 secondes qui appartient au parti politique. Là. Y allez, vous donnez l'information. Vous allez voir les groupes immigrants qu'on peut convaincre, tout ça. Puis leur convaincre que c'est... Bon,
vous convainquez les gens que c'est payant l'indépendance. Ben là, vous avez seulement qu'à faire le référendum. Parce que, c'est ça que je voulais dire. Oui. Jean Chrétien, Stéphane Dion, ils ont été voir la Cour suprême du Canada pour dire qu'est-ce que vous en pensez de la séparation? Est-ce que c'est ici puis ça? La Cour suprême du Canada a donné des bonbons. Elle a dit, d'abord, l'indépendance, c'est légitime. Oui. Ça arrête, c'est plus des bandits, là. Puis des bandits, c'est plus de l'extrême droite identitaire, puis des génocidaires, puis des racistes. Exact. C'est légitime. Deuxième des choses, s'ils obtiennent une majorité claire à une question claire, le Canada anglais a l'obligation de négocier de bonne foi. Puis si le Canada anglais ne négocie pas de bonne foi, alors là, le Québec doit prendre sa chance d'aller dans le monde international pour se faire accepter. La Cour suprême a dit, nous, on n'est pas obligé de suivre. Intéressant. On n'est pas obligé de suivre ce qu'a dit la Cour suprême parce que son juge est parti. Par exemple, ils ont refusé de parler de la loi internationale alors que la loi internationale existe. Bien sûr. La loi internationale, c'est pas la loi internationale s'applique au monde entier, virgule, sauf au Québec. La loi internationale, ça s'applique à tout le monde. Exact. Bon, alors la sécurité des frontières, toutes ces choses-là, c'est tout dans la loi internationale. Le droit de passer librement dans le golfe du Saint-Laurent, c'est le droit maritime, c'est le droit de passage innocent, etc. Bon. Alors, maintenant, on n'est pas obligé de le suivre. Mais le Canada anglais est obligé de le suivre, parce que c'est ça, Cour suprême. Alors, on a juste à suivre ce qu'ils nous ont dit de faire. Alors, si on pose la question suivante, vous avez prouvé à la population que la séparation pure, c'est préférable à la situation actuelle. Puis là, vous posez la question suivante. Voulez-vous que le Québec devienne un pays souverain, indépendant et séparé du Canada au plus tard telle date? Ben, les gens votent oui à ça à 51,9%. Trudeau a dit on accepte le vote du Brexit. Bien sûr. Bon, alors à un moment donné, il faut arrêter de niaiser. Là, c'est 50% plus 1. On gagne ça. Ben là, ils sont obligés de négocier de bonne foi. Ouais. Fait que là, la porte de sortie, puis ils ne peuvent pas utiliser l'armée, parce que leur Cour suprême leur ont dit de le faire. Toutes les peurs qu'ils utilisaient avant, en disant on va vous envahir. La partition, c'est ça. Hein, la partition, c'est une guerre. C'est tuer tout le monde, bombarder. Ils veulent prendre l'ouest du Québec, le nord du Québec, l'est du Québec, le sud du Québec, la voie maritime avec 1 mille de chaque côté, plus les rivières, les lacs, les territoires indiens. Déjà, ça, c'est 100% du Québec. Ça, c'est des guerres. Bon. Puis c'est interdit par la loi internationale. Puis c'est interdit dans la Constitution canadienne. Wow. La Constitution canadienne interdit de changer les frontières du Québec, les frontières des provinces, sans l'assentiment de la province en question. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le Canada, ils n'ont pas le droit de changer nos frontières. Puis un coup qu'on est indépendant, c'est la loi internationale qui protège nos frontières. Fait qu'on est protégé. Mais c'est ça que je vous dis. Donc, on peut le faire, mais il faut utiliser... Il faut changer le paradigme. Ça, c'est très important. Ouais. Et c'est beaucoup moins difficile que les gens pensent parce qu'on est déjà à 35%. À mon avis, on est déjà passé 40%. Là. Mais c'est ça, mais c'est la guerre. Au final, ça se résume à la guerre d'information. Bien sûr, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Puis avec les jeunes, notamment. En tout cas, tout ça pour arriver à ce que j'en ai un peu parlé, là. C'est le deuxième on va sur le deuxième volet, mais juste avant, en conclusion du premier... je voulais expliquer pourquoi je trouvais ça important qu'on en discute maintenant, parce que j'ai été très attristé de constater l'unanimité des différents chroniqueurs et journalistes dans les derniers jours, semaines, concernant l'événement du Bloc québécois. Tout le monde semblait dire que Martine Ouellette, son caractère, et ainsi de suite, que c'était sa faute, et bien sûr que c'est sa faute parce qu'elle veut parler d'indépendance. Oui, mais c'est ça. C'est justement, ça revient à dire ça. J'ai été très, très, très déçu, je dois vous avouer. Puis justement, c'est parce qu'à un moment donné, je trouve que c'est un peu difficile de recevoir des tirs amis sans arrêt. Je trouve que c'est assez... Ben, c'est pas amis, ça, c'est des infiltrés, c'est des gens qui sont contre, c'est des gens qui ont sympathisants minimalement, mais mou, je ne sais pas. Elle a eu 30 des 40 comtés qui ont donné leur appui, parce qu'il y a 40 comtés où ils ont des associations, 30 sur 40, puis elle a eu, là, elle va faire son référendum. En passant, c'est moi qui l'ai su. Ben, c'est peut-être pas tout seul, mais c'est moi qui l'ai suggéré. Quand j'ai appris ça, j'avais envoyé un courriel à... je vous dis ça, c'est vrai, mais c'est peut-être pas moi qui ai eu la première idée, mais j'ai envoyé un courriel aux trois députés qui appuyaient Martine Ouellette, puis je l'ai fait également avec Martine Ouellette. En tout cas, elle fait un référendum, donc elle va s'appuyer sur une large proportion de la population. Maintenant, c'est bonne idée. On voulait passer à la deuxième partie de l'émission. Ben, c'est la suite de ce que j'ai dit la semaine passée, puis en fait, on en a parlé tantôt. Les influences du monde sur le Québec. C'est ça. Ce que j'ai expliqué la semaine passée, c'est que l'histoire, puis je l'ai dit tantôt, l'histoire du Québec a été faite par des gens, puis des peuples qui sont hors du Québec.
Ça, c'est à cause de la nature internationale, marchande, de la vallée du Saint-Laurent. Alors, pour comprendre l'histoire du Québec, il faut comprendre ce qui se passe dans le reste du monde. Alors, c'est ça que j'ai expliqué l'autre jour, c'est que ce qui est arrivé, c'est que les Européens, au Moyen Âge, puis à la Renaissance, ils faisaient affaire avec l'Asie à partir de l'est de la Méditerranée. C'est comme ça qu'ils obtenaient les épices. Il y avait besoin d'épices parce qu'ils mangeaient de la viande presque pourrie. Il n'y avait pas de frigidaire. Il y avait besoin de toutes sortes d'autres choses. La soie de Chine. Et comme ça venait à travers le monde arabe, par Constantinople, qui était pas encore arabe, mais pas encore turc, mais en tout cas qui était occidental, les Européens étaient tournés vers l'est de la Méditerranée, puis ils faisaient rentrer la richesse par l'Italie, qui, elle, vendait tout dans le centre de l'Europe, par la Venise, puis par Gênes, puis ils passaient les cols alpins, puis elle vendait ça en Allemagne, en France, partout. Donc le pouvoir commercial était en Italie. Dans la Méditerranée. Dans la Méditerranée, dans l'est de la Méditerranée. Oui, et là, ce qui est arrivé, c'est que Constantinople a été pris par les Turcs, et l'Égypte, c'était les Mamelouks, puis là, ils ont bloqué, parce qu'ils ont monté les prix. Là, c'est des Italiens, Verrazano, Caboto, Christophe Colomb, c'est tous des Italiens, ça. C'est vrai, qui ont commencé à se dire, comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de ces sangsues-là qui nous volent, parce que les Italiens aussi s'enrichissaient avec ça. Ils voyaient bien qu'ils se faisaient voler, fait que ça diminuait leur profit. Donc là, ils ont été sur la façade atlantique de l'Europe. Là, ils ont convaincu le Portugal, l'Espagne, on dit, on va essayer de se sauver, on va essayer de faire le tour de l'Afrique. Ça, c'est le Portugal. Tout à fait. Puis, on va essayer... C'était précurseur dans la matière, d'ailleurs. Qui a commencé en premier, parce que c'est le pays le plus à l'ouest de l'Europe. Alors, c'était logique. Puis, c'est Henri II, le navigateur, qui a commencé à faire le tour de l'Afrique. Ça a été très long. Comme j'ai expliqué... puis là, ce qui est arrivé, c'est que c'est l'Europe atlantique qui a fait les explorations. Christophe Colomb a traversé en Amérique, qui a découvert l'Amérique, il pensait que c'était les Indes. C'est pour ça qu'on appelle ça du blé d'Inde, un dindon. On appelle ça des Indiens, des cochons d'Inde. Il pensait qu'il était aux Indes. Alors, mais ils se sont beaucoup enrichis. Puis là, l'histoire s'est déplacée de l'est de la Méditerranée, du monde arabe, du monde turc, tranquillement, vers l'Atlantique. Et l'Atlantique, c'est un océan. Or, les océans, c'est ça que j'expliquais l'autre jour, c'est là où on fait du commerce. Il n'y a rien sur les océans, juste du poisson. Juste du poisson, vous pouvez attraper. Alors, les océans, ça sert à faire du commerce, puis c'est de basse altitude, c'est plat, fait qu'il faut aller partout. Alors là, les Européens ont fait le tour par l'océan, l'Europe atlantique, puis là, ils ont été jusqu'en Inde, jusqu'en Chine. Et j'ai noté que l'Afrique était un continent fermé naturellement, parce que il y a pas beaucoup la côte est très courte, très haut, à cause qu'il y a des plateaux au centre, puis il y a des cataractes sur les rivières, ce qui fait que l'Afrique a toujours été hors jeu. Quand les Européens sont arrivés aux Indes, c'était la même chose. L'Inde a toujours eu une grande activité commerciale sur les océans, mais n'était pas tournée. Parce que l'Inde, le problème venait toujours du nord. C'était les envahisseurs qui venaient toujours par la Khyber Pass et ils descendaient d'Afghanistan. Les Aryens d'Hitler, 2500 ans avant Jésus-Christ, sont descendus là. Tout le monde. Les fameux nomades, encore une fois. C'est ça. Toujours les nomades. Ils envahissaient un peuple très riche. Un pays très riche, beaucoup d'énergie solaire, beaucoup de vie. Bien sûr. Alors, l'Inde était un pays très riche. Christophe Colomb allait aux Indes. Il n'allait pas en Chine, il allait aux Indes. C'est vrai. Parce que c'était les Indes qui étaient riches. Et surtout pour les épices. Alors, les Européens sont arrivés par l'océan. C'est la première fois que ça arrivait. Qu'ils se faisaient envahir. Ça a pris par surprise les Indiens. Puis en fait, c'était les Arabes qui contrôlaient, par la mer, eux autres aussi, qui contrôlaient l'océan Indien. Puis là, les Portugais se sont présentés avec des canons, il y avait du bon matériel, c'était des bons petits bateaux. Fait qu'ils ont pris le contrôle, c'est les Portugais qui ont fait ça, puis ils ont pris le contrôle des îles des Épices. Alors, la Chine, elle, avait un problème qui était un peu similaire. La Chine, comme le Japon, il faisait face à un immense océan vide, le Pacifique. Ben oui, alors, c'est pas intéressant, le Pacifique, faire du commerce, parce qu'il n'y a personne. Puis l'Amérique n'était pas développée. On pense qu'ils ne savaient pas que l'Amérique existait. Ils se doutaient qu'il y avait des îles, mais pas plus que ça. Mais en tout cas, fait que c'était autant le Japon que la Chine sont devenus des pays fermés sur eux-mêmes. Oui, continentaux. Alors, des puissances continentales. Fait que les Européens qui avaient des bons bateaux, ils ont pris le contrôle des océans. Or, quand vous prenez le contrôle des océans, comment se contrôler ça des océans? C'est 71% de la surface du monde. C'est plat. On peut aller dans toutes les directions. Vous ne pouvez pas contrôler les océans à partir des océans. Contrôler les océans à partir de ce qu'on appelle des points d'étranglement. Oui. Vous vous mettez à Gibraltar, vous vous mettez à Québec. Sûr. Québec, ça veut dire rétrécissement de rivière. Exact. Si vous mettez à Québec, vous pouvez contrôler tout ce qui rentre et qui sort du continent, tout ce qui arrive d'océan.
Fait que vous contrôlez des points d'étranglement. Ça fait penser à Singapour aussi, du côté Bien asiatique. C'est le détroit de Malacca. Vous avez le détroit de Tsushima à côté du Japon, entre le Japon puis le... Vous avez le golfe Persique, par où passe 40% des exportations de pétrole aujourd'hui. Oui. Le golfe Persique, c'est petit, on voit de l'autre côté. Le détroit de Gibraltar, j'y étais, vous voyez de l'autre côté, vous voyez l'Espagne, à partir de Tanger. Ça se voit. Fait que c'est petit. Puis là, vous mettez Gibraltar, le détroit de Gibraltar, les Anglais sont là. Alors, ceux qui sont enrichis, c'est ceux qui ont fait un commerce sur les océans, parce que ça leur permettait d'aller chercher de la richesse partout dans le monde, puis d'aller la vendre là où elle était rare. Quand vous faites du commerce, c'est toujours la même chose. Prenez quelque chose qui est très abondant à un endroit qui ne coûte pas cher parce que c'est abondant. Vous allez le vendre là où c'est rare, ça coûte très cher. Vous faites la même chose quand vous revenez. Fait que vous devenez très, très riche. Puis vous contrôlez les océans en contrôlant les points d'étranglement. Alors, les Européens, qui avaient, je l'ai dit l'autre jour, un territoire très découpé, c'est eux qui ont pris le contrôle du monde. Et ils ont commencé par un autre endroit très découpé, c'est les Caraïbes, qui ont eu une histoire extrêmement compliquée. L'île de Saint-Eustache a changé 24 fois de main. Parce qu'on peut pas défendre les Caraïbes. C'est trop compliqué, des petites îles, il y avait des pirates, Morgan, tout ça. Ben, les gens se cachaient puis attaquaient. En Jamaïque, ça a longtemps été des repères de pirates. Ils attachaient les gens qui passaient avec les Espagnols qui passaient avec de l'or. Bon. Alors, les Caraïbes, c'était un endroit où ils ont fait beaucoup d'argent au début parce qu'ils valaient de l'or, puis ensuite parce qu'ils faisaient du sucre. Et les Européens, tout ce qui les intéressait, c'était aller chercher le sucre, qui est un produit tropical. Maintenant, au bout d'un siècle, pendant un siècle, ils ont laissé l'Amérique du Nord tout seul, parce que Christophe Colomb, quand il est arrivé, il a été dans la région des Caraïbes, mais Jacques Cartier, c'est 1534, avec Verrazano, tous ces gens-là qui ont été à Terre-Neuve, toutes ces affaires-là, puis mais ils ont bien vu que c'était pas viable, c'était plein de forêts, il y avait des guérilleros qui leur tiraient des flèches, donc ils ont laissé tomber ça. Puis au bout d'un siècle, les Français puis les Anglais, ils ont dit, coudonc, on a déjà des îles de sucre, on va aller voir, c'est quelque chose qu'on peut prendre en Amérique du Nord. Comme la France était la plus puissante, il y avait une bonne marine à l'époque. La plus grosse population, et de loin. Alors, ils ont pris, il y avait une marine, alors, ils ont pris le contrôle de la seule voie d'entrée de sens est-ouest du continent nord-américain, qui est le Québec, qui est la Nouvelle-France, puis ils sont installés à Québec. Chose intéressante, ça c'est très important, les Français ne sont pas rentrés ici en coup de canon, comme les Anglais l'ont fait en 1760. Les Français sont installés ici avec l'assentiment des Autochtones parce que c'était une colonie commerciale. La France, c'est un pays continental, c'est une puissance continentale. Elle est sur le continent, puis elle est entourée d'ennemis. Les Espagnols au sud, c'est pas très fort, mais ils sont là quand même. L'Espagne, l'Italie, pardon, il y a la Suisse, puis surtout l'Allemagne, puis la Belgique, tout ça dans le nord, la Hollande. Alors, ils ont besoin de leur monde. Même s'il y avait une grosse population, le pays avec la plus grosse population d'Europe à l'époque a créé la plus petite colonie en Amérique du Nord, dans les 3 Amériques, c'est le Québec. Puis le pays qui avait une des plus petites populations, le Portugal notamment, qui avait moins d'1 million d'habitants, a créé le 2e pays le plus gros aujourd'hui, qui sont 200 millions. Et l'Angleterre, qui avait une petite population, a créé les États-Unis, le Canada, puis un paquet d'autres pays dans le monde. Parce que l'Angleterre était une puissance maritime qui grandissait en prenant le contrôle des points d'étranglement sur l'océan. Puis la France, elle se battait tout le temps sur le continent. Alors, ce que faisaient les Anglais, ça a été une stratégie constante, c'est qu'ils maintenaient ce qu'ils appelaient l'équilibre en Europe. C'est-à-dire, dès qu'il y avait une puissance qui était trop forte, ils aidaient tous les autres qui étaient autour pour l'affaiblir. Ils ont fait ça avec l'Espagne, après ils ont fait ça avec la France, après ils ont fait ça avec l'Allemagne, après ils ont fait ça avec la Russie. Ben là, c'était les Américains qui l'ont fait. Puis là, aujourd'hui, c'est le monde musulman, puis après, c'est la Chine. C'est ce qu'ils font, c'est les puissances maritimes qui essayent d'attaquer par les côtes en se faisant des alliés pour les étrangler, les empêcher de sortir, puis leur faire dépenser beaucoup, beaucoup d'argent en dépensant des soldats pour se battre à gauche, à droite, en faisant des trains au lieu que des bateaux. Les bateaux, vous promenez sur l'océan, ça coûte rien. Ça coûte cher. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la France avait besoin de ses soldats pour se battre sur toutes ses frontières. À chaque génération, il y avait des surplus de jeunes, puis ils faisaient tuer dans des guerres. Puis on voit ça dans l'histoire de la France, là, 20 000 morts dans telle bataille, 20 000 morts, 30 000 morts, 10 000 morts, 5 000 morts, continuellement. L'Angleterre, jamais. L'Angleterre, c'est une puissance maritime qui, elle, évitait les batailles. Alors, ils donnaient de l'argent, ils donnaient de l'aide, des armes,
aux gens du continent pour maintenir l'équilibre. Puis eux, à chaque fois qu'il y avait une fin de guerre, ils intervenaient pour imposer leurs... Juste donner le bon coup de boutoir. Le bon coup au bon moment. Ouais. Waterloo est un bon exemple. Bien sûr, bien sûr. Puis, dans le traité de paix, ben là, ils sacrifiaient leurs alliés puis allaient chercher des colonies. Alors, c'est ça qui est arrivé. L'histoire du Québec a été faite comme ça. Et quand la France a fondé la Nouvelle-France, il y a quelque chose également qui est important de dire, c'est que quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, puis que quand Jacques Cartier, tous les Européens qui sont arrivés, ils ont amené avec eux des maladies, sans le savoir. Et autant Christophe Colomb que Jacques Cartier, ben, ils ont baisé avec des Amérindiennes. Nous, on ne violait pas, mais les Espagnols ont fait beaucoup de viols, de meurtres, etc. Ouais. Et les maladies, sans qu'ils s'en rendent compte, se sont éparpillées dans la population et se sont éparpillées sur tout le continent, jusqu'au fin fond de l'Alaska, 2 siècles avant l'arrivée des Blancs. Wow. Parce qu'une maladie, ça se répand d'un individu à l'autre, d'un autochtone à l'autre, puis ça va très très vite. Les Aztèques se sont effondrés à cause des épidémies, pas à cause de Cortés. Cortés a donné le petit coup qu'il a fallu avec tous les ennemis des Aztèques, mais c'était parce que les Aztèques crevaient à Mexico qu'il a pu conquérir Mexico. Ça fait passer avec 400-500 ans. Bon. Alors, ça c'était très important parce que quand Jacques Cartier est venu ici, dans la vallée du Saint-Laurent, il a rencontré ce qu'on appelle des Iroquoiens, c'est-à-dire des gens qui étaient apparentés aux Hurons puis aux Iroquois. Oui. Puis quand Champlain est revenu, 70 ans plus tard, parce qu'il y avait des guerres en Europe, encore une fois, la France se battait, c'est les guerres de religion, tout ça. Alors, la France était tellement occupée que ça... Puis quand ça a été fini, c'est Henri IV, à la fin des guerres de religion, qui a dit, on va envoyer du monde. Puis Champlain qui a dit, demain, on va aller fonder une colonie commerciale, on fait beaucoup d'argent en Nouvelle-France avec les fourrures. Fait qu'ils ont été, il y avait du poisson aussi. Alors, quand Champlain est rentré, il s'est installé, les Indiens étaient contents de le voir venir. Il n'est pas rentré ça à coups de canon en tuant les Indiens. Bien sûr, bien sûr. Fait qu'il s'est entendu avec les gens de Québec, d'abord Tadoussac, ensuite Québec. Il a dit, écoutez, on va vous amener des produits que vous n'avez pas, puis vous autres, vous allez nous donner des fourrures. Puis là, là, c'est un chef autochtone dans la région de Trois-Rivières qui a dit, nous autres aussi, on veut un comptoir parce qu'il y a la Saint-Maurice qui monte jusqu'au réservoir Gouin. Hein. Fait que c'est beaucoup de fourrures qui descendaient. Puis il y en avait d'autres à Tadoussac qui voulaient que s'installe là pour aller chercher les fourrures qui descendaient de la région du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Fait que les Français ont pris le contrôle. Puis Jacques Cartier, dès le départ, Jacques Cartier s'était rendu à Montréal. Il est rentré à Montréal parce que c'est le fleuve Saint-Laurent, c'est le début. Ça va jusqu'à Montréal et vous pouvez vous rendre jusqu'à l'océan avec ça. Ouais. Alors, quand Champlain est arrivé, les Iroquois avaient disparu. Puis les gens avec qui il s'est entendu autour de Québec, c'était des Algonquins, des Inuits. Eux autres, ils ont dit, « Hey, coudonc, tu vas nous aider, hein, t'es notre chum. » Alors, il est arrivé en 1608, il a bâti l'habitation. En 1609, quelques mois plus tard, ils ont dit, « Viens nous aider, on va attaquer les Iroquois qui sont dans le futur État de New York. » Alors, c'est la preuve qu'ils étaient leurs chums, hein, les amis. On n'a pas rentré à coups de canon ici. C'est pas vrai qu'on a volé le territoire. Puis c'est pas vrai qu'on a massacré les Autochtones. On n'a jamais eu de guerre majeure avec les Autochtones du Québec. Ça a tout le temps été nos alliés, nos chums. On les aidait à se défendre contre les Iroquois. Et là, la guerre contre les Iroquois qui a eu lieu dans la région de Montréal, c'était une guerre qui était... C'était pas racial, c'était pas ethnique, c'était pas religieux, c'était pas linguistique, c'était commercial. C'est parce qu'il y avait... C'est de la géographie. La vallée du Saint-Laurent, ça permet de se rendre au Grand Lac. Puis au Grand Lac, ben, c'est toute l'Amérique du Nord du centre. Alors, ils drainaient les fourrures, puis ils faisaient descendre par le fleuve Saint-Laurent, puis ils allaient vendre ça en France. C'était comme ça qu'ils faisaient de l'argent. Puis au retour, ils faisaient de l'argent en amenant toutes sortes de choses dont les Amérindiens avaient besoin. Puis la raison pour laquelle on se battait avec les Iroquois, c'est parce que les Iroquois, encore aujourd'hui, occupent la vallée de la Mohawk, dans l'État de New York. La vallée qui aboutit qui va d'Albany jusqu'à Buffalo. Oui. Puis eux, ils sortaient les fourrures par là où est Buffalo, ils amenaient ça à Albany où étaient les Hollandais, puis après les Anglais, puis ils sortaient ça par New York. Oui. Alors, c'était une compétition de nature commerciale. Alors, dès le départ, puis les Anglais, eux, s'installaient, les Français avaient une colonie commerciale, ils envoyaient presque pas personne, parce qu'ils voulaient se battre en Europe avec tous les jeunes qu'ils avaient. Les Anglais, eux, ils se battaient pas. Ils faisaient des surplus d'enfants. Fait qu'à chaque génération, ils envoyaient ça en Nouvelle-Angleterre où ils ont fondé pas 1 ou 2 colonies, ils en ont fondé 13. Ouais. Alors c'était ils se débarrassaient de leur surplus de population et ils sont multipliés très rapidement. Et le conflit en Amérique du Nord, il y avait 6 groupes différents qui se battaient, 2 coalitions. Alors d'un côté, il y avait des Français
le peuple québécois qui est c'est le pays qui crée le peuple. Le peuple québécois est apparu très rapidement. Ouais. 50 ans après la fondation, 55 ans après la fondation de la Nouvelle-France, Jean Talon parlait des Canadiens comme d'un peuple. Et alors, il y avait un peuple avec beaucoup de qualités, d'ailleurs. On peut le revoir dans les anciens textes. Il y a beaucoup de qualités qui sont évoquées et de plusieurs sources différentes sur la nature des Canadiens. On se battait bien, là. On était des bons combattants, on était des bons commerçants. Ouais. Au Québec, il y avait des classes supérieures, comme c'était une colonie commerciale, ces classes supérieures hypertrophiées, très nombreuses. On avait une hiérarchie catholique, on avait une hiérarchie de capitaines de bateaux, de tous des gens qui ça fonctionnait, des sextants, il y avait les jésuites, les récollets, c'était des gens qualifiés. C'est ça, il y avait un gouverneur, un intendant, une administration coloniale, il y avait des marchands, il y avait des exportateurs, des importateurs, des gens comme Pierre Lemoyne d'Iberville, des nobles. Quelle histoire, lui? On avait une grosse classe supérieure. Puis là, les guerres qui se faisaient en Amérique du Nord, c'était 2 coalitions. Il y avait les Français, les Québécois, qui n'étaient pas nombreux, mais qui étaient là, et les Autochtones de tout le continent, qui étaient des alliés. Puis de l'autre côté, vous aviez les Anglais, les Américains, et quelques groupes autochtones, par exemple les Iroquois. Alors, mais les Autochtones s'effondraient en population à cause des épidémies. Et l'Amérique du Nord était en pleine floraison. Hein. Tous les environnements revenaient beaucoup plus fort. Alors, il y avait beaucoup de bois. Bon. Alors, il y a eu 3 guerres parallèles qui se faisaient en Amérique du Nord qui étaient imbriquées. C'est-à-dire qu'il y avait les Autochtones de la Nouvelle-France qui se battaient contre les Iroquois. C'est des vieilles guerres qui dataient de longtemps. Vous aviez les Québécois qui se battaient contre les futurs Américains parce qu'ils habitaient le même territoire. Mais c'était des guerres qui étaient très très loin. Hein. 50 gars, 30 gars qui se battaient, mais c'était des guerres. Et il y avait la France contre l'Angleterre. Mais ça se décidait en Europe. Alors, ce qui a déterminé le fait que le Québec a été fondé, ça a été des Européens qui ont décidé, parce que les guerres de religion étaient finies en France, ils ont été fondés au Québec. Et on a été envahis parce que les Français ont perdu une guerre en Europe. La guerre de 7 ans, qui impliquait toutes sortes de monde, hein, les Allemands, les Russes, enfin tout le monde se battait un peu partout, il y avait des pressions, les Turcs se battaient pas, mais ils influaient sur le rapport de force. Certains disent que c'était la première vraie guerre mondiale. Oui, bien sûr, ils se sont battus aux Indes, ils se sont battus aux Caraïbes, ils se sont battus en Amérique du Nord, ils se sont battus en Europe, puis beaucoup en Europe, mais c'est en Europe que ça s'est décidé. Et quand ça a été fini, ben là, la France avait perdu le Canada, parce que les Anglais, ce qu'ils se sont dit, n'étaient pas nombreux, les Anglais étaient moins nombreux que les Français, mais ils se sont dit, c'est William Pitt qui a eu cette idée-là, il a dit, c'est au Canada qu'on peut gagner, nous, parce qu'on a la majorité, parce qu'il y avait 1,5 million d'Américains, puis il y avait seulement 70 000 à peu près de francophones, de Québécois francophones. Fait qu'il a dit, c'est là qu'on va gagner. Ça, c'est la mentalité anglaise. On maintient l'équilibre en Europe, puis on va chercher les colonies. Fait qu'ils ont mis tout le paquet pour conquérir le Québec. 2 flottes, je crois. Une qui s'était brisée dans le golfe du Saint-Laurent. Il y a 2 flottes qui ont coulé. Il y a celle de Phipps. Celle de Phipps qui a coulé. Puis il y en a eu une autre. En tout cas, il y a des milliers d'épaves sur le fleuve Saint-Laurent. Oui, clairement. C'est, quand vous allez sur l'île d'Anticosti, vous voyez ça sur la côte. Là, il y a plein de bateaux. J'en ai visité quelques-uns. Mais tout ça pour dire que c'est l'Angleterre qui était dans la coalition qui a battu la France. Puis quand la France a eu perdu, ils ont dit, écoutez, nous autres, tout ce qu'on veut, là, c'est de la morue dans la région de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon. Les îles Saint-Pierre-et-Miquelon, puis on veut du sucre. Fait qu'ils leur ont laissé Guadeloupe, Martinique, et une autre île, je pense, en tout cas. Puis ils voulaient des épices en Inde. Oui. Bon, fait que là, les Français étaient bien satisfaits, ils ont signé. Mais les Anglais étaient devenus extrêmement puissants. Puis là, il est arrivé quelque chose d'intéressant, c'est que les Anglais, eux autres qui avaient gagné la guerre, ils avaient gagné. Alors, ils ont dit, écoutez, on va retourner les alliances. Alors d'abord, ils ont expulsé nos chefs, ils ont pris la place, ils ont pris le contrôle de la vallée du Saint-Laurent, ils ont pris les meilleurs jobs. Puis là, ils ont dit aux Québécois, on va vous laisser votre religion, puis vos lois, puis on ne touchera pas à ça. Fait que là, ça a calmé les Québécois, on n'avait plus de chef, ils étaient partis. Puis là, ils nous laissent l'essentiel pour qu'on puisse continuer à vivre. On était 100% de la population. Puis ils ont dit, là, les Autochtones, quand ils ont appris que les Français partaient, y compris les classes supérieures du Québec, ils ont fait la révolte à Pontiac, dans la région des Grands Lacs, parce qu'ils se sont dit, le problème, c'est que les Américains vont nous envahir, vont venir voler nos terres. Et là, les Anglais ont dit, non,
on vient de gagner la guerre, on ne veut plus se battre, on va interdire la colonisation à l'ouest des Appalaches. Ah. Fait que là, les Autochtones ont dit, ben là, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voulait, nous autres, pourquoi on se battait pour ça, on ne veut pas qu'ils envahissent nos territoires. Puis là, ce qui est arrivé, je le dis souvent, c'est vrai, parce que c'est très intéressant, c'est que les Anglais qui se battaient en Europe, qui se battaient dans le monde entier, ils n'avaient pas compris la géopolitique en Amérique du Nord. Ils n'avaient pas compris que le vrai conflit en Amérique du Nord, c'était pas la France contre l'Angleterre, c'était pas les Québécois contre les Américains. Les Américains ils allaient à l'ouest, les autres on allait à l'ouest, on allait chercher la richesse à l'intérieur du continent. Le vrai conflit, c'était les Autochtones qui étaient à l'ouest des Appalaches, puis les Anglais qui se multipliaient très rapidement, parce que l'autre, ils ne mouraient pas d'épidémie, puis qui grossissaient de population. Alors les Autochtones se servaient de nous pour qu'on leur donne des armes, qu'on les aide à maintenir les Anglais du côté est des Appalaches. Là, les Anglais gagnent la guerre. Ils ont dit, on va tout perdre. Les Américains, c'est ça qu'ils voyaient là. Les Américains vont débarquer. Les Anglais disent, non. On va interdire la colonisation à l'ouest des Appalaches. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait là, eux autres? Ils se sont entendus avec les Québécois. Ils se sont entendus avec les Autochtones. Puis nous, on est quoi là-dedans? Là? On a fait la guerre. Nous, on a fait la guerre pour aller à l'ouest. Alors, ça, 1760, on est vaincu. 1763, le traité de Paris. Révolution américaine, 13 ans plus tard. C'est pas loin, ça. Ouais, ben, il y a eu, c'est justement ce que vous dites, 1774, si je ne me trompe pas, Acte de Québec. L'acte de Québec, puis là, ça a été... les Grands Lacs au Québec, et ainsi de suite. C'est ça. Puis là, les Américains étaient en maudit. Mais c'était surtout qu'ils voyaient qu'on allait les contenir à l'ouest, à l'est des Appalaches. Alors là, les Américains se sont choqués, puis ils n'ont pas fait de référendum. Ils ont sacré dehors les Anglais avec l'aide des Français qui voulaient se venger. Effectivement. Puis là, les Français, en faisant ça, se sont mis dans le trouble au niveau... Ils étaient endettés par-dessus la tête, puis ça a déclenché la Révolution française en 1789. Alors, vous avez 1763, traité de Paris, 1776, 13 ans plus tard, la Révolution américaine. Exact. Puis 13 ans plus tard, Révolution française, c'est tout relié, ça. Mais ça, c'est des événements qui sont produits à l'extérieur, qui ont été décidés en Angleterre, aux États-Unis, en France. Et dans lesquels nous avons joué un rôle. On a joué un rôle, mais on était secondaire, parce qu'on n'était pas nombreux. On était, dans le temps de la Révolution américaine, on était rendu à peu près 150 000, parce qu'on faisait beaucoup d'enfants. Mais le résultat de tout ça, c'est que le Québec, c'est un pays qui a été toujours gouverné par des gens qui venaient de l'extérieur. Et aujourd'hui, on est contrôlé par un peuple encore qui habite à Ottawa, qui contrôle le Québec de l'extérieur. Bon. Maintenant, il est arrivé une chose qui est très importante, c'est que il y a eu la Révolution industrielle. Puis la Révolution industrielle, ils se sont servis des gens qu'il y avait dans chaque pays pour la faire. Or, le Québec, c'est un pays marchand. C'est un pays naturellement industriel. Alors, ils ont construit des usines ici, puis ils se sont servis de nous. Puis là, les gens ont quitté les terres, sont rentrés dans les villes pour travailler comme employés dans les entreprises. Et encore une fois, la Révolution industrielle, c'est venu d'Angleterre, c'est pas venu de nous. Encore une fois, ça vient de l'extérieur. Et c'est encore notre territoire qui a amené des usines ici. Et là, les Québécois, ils se sont industrialisés. Puis, petit à petit, ils ont pris conscience de ce qui se passait. Puis là, ça a été la Révolution tranquille, dont on a parlé tantôt avec René Lévesque. Là, c'était l'époque des indépendances. Alors, tout le monde s'est lancé là-dessus. Et pour empêcher que les Québécois reprennent le contrôle de la vallée du Saint-Laurent, là, ils ont tout fait avec de la propagande. C'est ce dont on a parlé tantôt avec René Lévesque. Alors, c'est ce qu'ils ont fait de façon systématique. Puis là, ils ont décidé, comme les gens habitaient maintenant en ville, puis que le taux de natalité baissait, là, ils ont dit, on va accélérer l'immigration, comme ça, on va les faire disparaître, on va les mettre en minorité, on va pouvoir les contrôler. Encore une fois, les immigrants viennent de toutes sortes de pays dans le monde où ils ont des problèmes, donc le Québec n'est pas responsable. Ils retontissent ici, puis là, ils se regroupent, parce qu'on les a trompés avec de la propagande, ils se regroupent avec nos conquérants pour nous garder sous contrôle. Et puis moi, je me gêne jamais pour leur dire que c'est immoral ce qu'ils font, parce qu'ils font l'inverse de ce que même disent. C'est-à-dire qu'il faut faire l'indépendance, que c'est bon, que c'est payant. Alors, tout ça pour dire que le Québec n'a jamais contrôlé son territoire, n'a jamais contrôlé ses frontières, son immigration. Et le résultat de tout ça, c'est que nous sommes actuellement dans l'impasse dont on a parlé tantôt. En fait, on a commencé par la fin. Exact. Alors, maintenant, il y a des choses qui sont très importantes par rapport
l'indépendance, je l'ai dit assez souvent, c'est inscrit dans la géographie. C'est payant parce que la géographie dit que ça va l'être. C'est un territoire naturellement ouvert sur le monde. Il y a juste l'hiver qui nous nuit à cause des glaces. Mais pour le reste, là, c'est quelque chose d'ouvert sur le monde entier. J'aurais malgré tout tendance à vous dire que ça, sur certains aspects, ça nous a beaucoup aidé. Sur, disons, la désirabilité du territoire et ainsi de suite. Jusqu'à un certain point, la saison végétative, il y en a une seule. Ça, ben oui, mais en fait, ça... Ouais, je comprends ce que vous voulez dire par là. Ça va nous servir à l'avenir. C'est convoité pour... Parce que nous, la vallée du Saint-Laurent, là... Pour qu'on le perde. Oui, mais ça a surtout incité tout le monde à venir ici, puis à prendre le contrôle du pays, parce que c'était payant, tellement que c'est payant. Parce que la vallée du Saint-Laurent, ça rapporte rien au Québec, mais ça rapporte énormément d'argent au Canada anglais. Bien sûr, bien sûr. Tout l'argent va à Ottawa, c'est gratuit quand tu traverses notre territoire. Alors, on se retrouve présentement avec une crise qui dure depuis les années 60, où les Québécois veulent devenir indépendants, où le Canada anglais essaie de l'empêcher de l'être. Le problème, c'est que le Canada, plus ça évolue, surtout avec l'immigration, parce que les immigrants ne restent pas longtemps au Québec, le résultat, c'est que le Canada anglais est un pays qui est divisé contre lui-même. D'abord, il y a le Québec, qui est le gros morceau qui essaie de garder, avec les immigrants, mais les immigrants, comme ils quittent le Québec, le Canada anglais est un pays qui est naturellement divisé en groupes par la géographie, puis par des immigrants qui viennent d'endroits différents. Alors, par exemple, Vancouver devient de plus en plus chinoise et indienne. Un quartier complet. Oui, vous avez l'Ontario, qui est un peuplement complètement diversifié. Oui. La péninsule. Toronto, plus de 50% des Torontois sont issus de l'immigration, donc pas nés ici. Voilà. Et vous avez les provinces de l'Atlantique qui sont encore massivement britanniques, avec bien sûr un peu de francophones. Puis ça, plus l'immigration augmente, plus ça divise le Canada. Évidemment. Le Canada, puis défendre le Canada, l'affaire qu'ils vont nous attaquer avec des guerres de partition, là, les immigrants ne feront jamais ça, ils n'en ont rien à foutre. Alors, ils les aideront jamais. Alors, de nos jours, on se retrouve avec une situation où le Québec peut devenir très puissant parce que l'Ontario est pris dans le fond des Grands Lacs, alors que nous, on a une ouverture légale et réelle sur les États-Unis par notre frontière au sud, vers l'ouest, vers le sud, par la vallée du lac et par la vallée du Saint-Laurent vers le monde entier. Ouais. Et on fait également partie d'une civilisation qui est en déclin. Alors, les États-Unis actuellement sont affaiblis et tout l'Occident est affaibli. Et le Québec se retrouve là-dedans. Tantôt, vous avez dit une chose, vous avez dit, comme une autre histoire, c'est en Occident qu'il y a beaucoup d'immigration qui change la composition de la population. C'est pas comme ça sur les autres continents. L'Afrique devient de plus en plus africaine, la Chine de plus en plus chinoise, on parle du contrôle même de la population. L'Inde, c'est seulement l'Occident. Puis les Québécois ont l'impression que c'est le monde entier qui devient multiculturel. Absolument pas. La plupart des pays dans le reste du monde deviennent monoculturels. Et on se retrouve donc dans une situation où nous, on est un pays qui est naturellement ouvert sur le monde et un monde qui a tendance à se réorganiser sans nous. Parce qu'on ne fait pas partie, on n'est pas assis à la table des négociations. Exact. Alors c'est un autre point très important pour l'indépendance, c'est que si on veut pouvoir jouer un rôle, puis en profiter, parce que quand on joue un rôle, il y a du retour sur tout ce qu'on fait. Alors, l'indépendance est quelque chose de vraiment nécessaire. Maintenant, pour terminer, je vais vous dire que la géographie, je l'ai déjà dit, je le répète, finit toujours par gagner sur l'histoire. La géographie au Québec, c'est une croix. On a une ouverture naturelle dans le sens nord-sud sur les Amériques, c'est la nature des Amériques. Puis en plus de ça, on a la vallée du Saint-Laurent, qui nous donne énormément de pouvoir sur le Canada anglais. Exact. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer à exister, même si les Québécois disparaissent. Et ça va être encore là dans 10 millions d'années. Alors, c'est ça que je voulais dire quand je disais que l'histoire du Québec, tout ce qu'on vit présentement, c'est des choses qui ont été décidées par quelqu'un d'autre à l'extérieur du Québec. Et l'indépendance va nous permettre de prendre la première fois le contrôle de notre territoire, de nos frontières, de notre immigration, de notre industrie. Et ça, c'est toujours payant. Clairement. Je résumerai tout ça par votre fameuse phrase « Qui est faible est pauvre, et qui est riche est puissant ». C'est l'inverse. Quand on est puissant, on est riche.
T'en es vu. Oui, exactement. Bon, j'ai juste inversé les termes, mais c'est correct. C'est correct. Mais c'est pas, il faut pas tromper, là, il faut pas se tromper de la cause. La cause, c'est la puissance. Oui, et les Québécois sont faibles. Riche. Ben oui, les Québécois sont faibles parce qu'ils n'ont pas de puissance. Fait qu'évidemment, tout le monde nous marche les pieds, tout le monde nous vole notre richesse, tout le monde, ils déménagent nos industries en Ontario, la Bourse de Montréal en Ontario, les vols internationaux en Ontario, nos entrepôts en Ontario, ben oui, il faut pas se surprendre après qu'on est pauvre. Puis le coût du bilinguisme au Québec, c'est l'anglais qui coûte cher, c'est pas le français. Oui, effectivement. Bon, c'est tout, c'est de la propagande. C'est pour ça que je dis, il faut toujours lutter contre cette propagande-là. Monsieur Nantel, je crois que c'était très clair. Alors, messieurs, mesdames, chers auditeurs, je vous poserai la question en conclusion. Voulez-vous être riche? Je crois que poser la question, c'est y répondre. Je vous remercie beaucoup, Antoine Boucher-Paquette à l'animation, Jean-Jacques Nantel, c'est toujours un plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Et tout le monde, c'est un rendez-vous. Ne le manquez surtout pas, le Québec d'abord, tous les mercredis, 8h. Merci à tous. C'est déjà tout pour notre duo. Si vous avez des commentaires, je vous invite à leur écrire à studio@radioinfocité.com. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Jean-Jacques Nantel, Antoine Boucher-Paquette. Deux gars solides